Tu as toujours entendu dire que l'eau bout plus vite lorsqu'on y ajoute un peu de sel. C'est un mythe, cela ne fait aucune différence et même si c'était le cas, il se pourrait au contraire que l'eau mette plus de temps à bouillir. Toutefois, cela peut donner un meilleur goût à tes pâtes, donc pourquoi pas. Les chauves-souris sont aveugles. C'est faux. Le mythe vient probablement du fait que ce sont des créatures nocturnes et qu'elles ont des capacités auditives extraordinaires. Elles chassent surtout quand il fait sombre et se fient à un sens appelé écolocalisation. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont aveugles. Leurs yeux ne sont pas inutiles, ils sont juste adaptés aux conditions de faible luminosité. Une baleine bleue est si grosse que sa langue peut peser autant qu'un gros éléphant. Rien à dire, ces animaux sont énormes. Tu perds plus de chaleur par la tête. C'est faux. La vraie raison pour laquelle les gens le croient est que lorsqu'il fait froid, notre tête est la partie du corps la plus susceptible de rester découverte. Si nous sortions dehors en portant juste un t-shirt, nous perdrions de la chaleur par les bras, sans parler des jambes, des pieds et d'autres parties. Donc, n'oublie pas ton bonnet. La théorie de la carte de la langue stipule que nous avons différentes parties pour différents goûts. Pas vraiment, il y a des papilles gustatives individuelles qui sentent certaines saveurs plus que d'autres. Mais cela ne veut pas dire qu'une zone sent le sucré plus qu'une autre. Des études ont montré que toutes les zones de la bouche ont des papilles gustatives sensibles à tous les goûts. Regarde cette carte de la langue de la baleine bleue, on dirait qu'elle a un faible pour le plancton. Les dinosaures étaient géants. C'est faux, les films les montrent comme d'énormes lézards écailleux, mais c'est très réducteur. Tout d'abord, il y avait de nombreuses espèces de dinosaures plus petites, et certaines d'entre elles étaient aussi petites qu'une dinde ou un pigeon. De plus, certains dinosaures, comme le T-Rex, étaient couverts de plumes, surtout au début de leur vie. L'oxygène est incolore, c'est partiellement vrai. Sous forme de gaz, il n'y a pas de couleur, mais sous forme solide ou liquide, il a une teinte bleu ciel. Les caméléons changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. C'est faux. Ce serait probablement très fatigant pour eux. En réalité, d'autres facteurs comme l'humeur, la température ou la quantité de lumière qu'ils reçoivent affectent leur couleur. Lorsque les caméléons se détendent et étirent leurs cellules, les cristaux qui se trouvent à l'intérieur sont affectés par la lumière. Ces animaux utilisent les cristaux pour communiquer entre eux, donc par exemple, les teintes plus sombres montrent qu'ils ne sont pas de très bonne humeur. Les Néandertaliens ne sont pas nos ancêtres. Faux, bien qu'ils aient cohabité avec les Homo sapiens à un moment donné, mais dans des régions différentes de la planète. Ils ne sont donc pas seulement une étape du développement humain, mais une lignée différente. Ils étaient aussi assez créatifs. Ils utilisaient le feu, fabriquaient des outils, mangeaient des plantes médicinales, se nettoyaient les dents et bien d'autres choses similaires à notre espèce. Les Néandertaliens se sont probablement éteints à cause des changements climatiques extrêmes. Les dindes peuvent rougir. Celle-là est vraie. Elles sont comme nous sur ce point. Lorsqu'elles sont en colère, excitées ou même mal à l'aise, la peau de leur cou et de leur tête devient rouge. Contrairement à ce que leur nom indique, les trous noirs ne sont pas vraiment des trous. Ce sont des objets très denses qui exercent une attraction gravitationnelle extrêmement forte. Les flamants roses sont des animaux super cool. Et ils plient leurs jambes au niveau du genou. C'est faux. En réalité, ils les plient au niveau des chevilles. Car les genoux sont plus proches du corps et sont recouverts de plumes. Les pommes de supermarché sont fraîches. Pas tout à fait. En fait, elles peuvent avoir jusqu'à 1 an, puisqu'elles sont souvent cueillies entre août et novembre. Après cela, elles sont recouvertes de cire et séchées à l'air chaud. Enfin, elles sont envoyées en chambre froide et après 6 à 12 mois, on les trouve dans les rayons des supermarchés. L'eau en bouteille a une date d'expiration. C'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est l'eau qui expire. C'est la bouteille. Le plastique commence à se diluer dans l'eau et des substances chimiques indésirables apparaissent. L'invention du sachet de thé n'était pas vraiment prévue. Vrai. Au début du XXe siècle, Thomas Sullivan a rempli des petits sachets en soie avec des échantillons de feuilles de thé et les a envoyés à ses clients. L'idée était de les ouvrir et de jeter les feuilles de thé dans l'eau chaude. De nombreux clients pensaient qu'ils étaient censés mettre ces sachets directement dans la théière sans les ouvrir. Le sachet de thé a subi depuis quelques améliorations. Il a reçu une ficelle et une étiquette en papier au bout. Et c'est ainsi que cette invention géniale est née. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. C'est faux. L'Empire State Building a un jour été frappé 8 fois en seulement 24 minutes. Il y avait un orage terrible et rien ne peut généralement éloigner la foudre de l'endroit qui a été frappé. Si un lieu frappé présente des caractéristiques qui ont attiré la foudre en premier lieu, comme la forme du terrain, l'eau stagnante ou la hauteur, il peut l'attirer à nouveau. Tu as tellement envie d'ADN dans ton corps que tu pourrais l'étirer sur une distance du Soleil à Pluton pour un aller-retour. C'est vrai. Et pas seulement une fois, mais pas moins de 17 fois. Mais bien sûr, tu ne seras plus vraiment le même après avoir fait ça. Les crocodiles sont l'une des espèces les plus anciennes du monde.
Ils existent depuis 200 millions d'années déjà. Les opossums dorment en se pendant par la queue. On peut voir ça dans les dessins animés et sur certaines photos, mais en général, ils ne le font pas. Leur queue est effectivement très puissante, ce qui fait que ces animaux peuvent s'agripper à des branches et porter leur poids, mais seulement pendant de courtes périodes. Les adultes sont vraiment trop lourds pour rester dans cette position pendant trop longtemps, si bien qu'ils ne se reposeraient pas beaucoup. Les poissons rouges ont une mémoire de 3 secondes. C'est faux. Ces poissons colorés sont en fait très intelligents. Une étude a montré que les poissons rouges pouvaient faire la différence entre 2 chansons classiques. Ils n'apprennent pas très vite, c'est vrai, mais après plus de 100 séances, ils y sont parvenus. Ce qui ne serait pas possible si leur mémoire ne durait que 3 secondes. Un certain type de salamandre, tu n'as qu'à lire tout ça tout seul, peut étendre sa langue sur la moitié de la longueur de son corps en seulement 7 millisecondes. Vrai. C'est 50 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. On peut faire plusieurs tâches à la fois. C'est faux. Consulter ses emails, parler au téléphone, cuisiner, il semblerait que faire plusieurs choses en même temps permet de gagner du temps. Mais les recherches montrent que le multitâche n'est pas tout à fait possible. Notre cerveau est câblé pour faire une chose à la fois, et lorsque nous pensons en faire plusieurs, il s'agit plutôt de changer rapidement de tâche. Ce qui peut finir par prendre plus de temps au lieu de nous en faire gagner, et réduire notre capacité d'attention. La Terre n'est pas la seule planète avec de l'eau. La NASA a découvert que Jupiter abritait un océan contenant 2 fois plus d'eau que notre planète. Il se trouve juste sous une couche de glace. Même Mars a de l'eau liquide. Il semble que la Terre soit ronde, mais l'est-elle vraiment? Techniquement, elle a des pôles aplatis, ainsi qu'un renflement à l'équateur, si bien qu'elle a plutôt la forme d'un ellipsoïde. Les zombies existent vraiment. Vrai. D'accord, les humains ne peuvent pas se transformer en zombies comme on le voit dans les films, mais le règne animal a ses zombies. Par exemple, il existe un type de champignon qui prend le contrôle des fourmis en répandant des produits chimiques spécifiques dans leur cerveau. Cela pousse la fourmi à quitter sa colonie pour chercher un endroit où ce champignon veut vivre. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'océan. Vrai. Elle est située dans la mer du Nord. L'eau de mer froide est plus dense que la chute d'eau tiède. Et la cascade fait presque 3 km de haut. La plus petite guêpe du monde n'est pas plus grande qu'une amibe. Vrai. Cette guêpe possède les mêmes parties du corps que les autres insectes, comme les yeux, les ailes, le cerveau, les pattes et bien plus encore. Mais elle ne mesure que 0,02 mm de long, ce qui, dans la plupart des cas, la rend plus petite que les organismes unicellulaires, également appelés amibes. La neige ne peut être que blanche. C'est faux, et on ne parle pas de la neige près des bouches à incendie. Par exemple, il existe des montagnes dont la neige est rose, comme la Sierra Nevada en Californie. Sa couleur est causée par un certain type d'algue qui y vit. Aurora borealis a une sœur. Vrai, elle s'appelle Aurora australis. Et tu peux la voir dans l'hémisphère sud. Le meilleur moment pour la voir est l'hiver austral. Plus de 99% des atomes sont constitués de vide. Vrai. Si on rassemblait toutes les personnes du monde et qu'on enlevait tout l'espace vide entre leurs atomes, la population de la Terre tiendrait dans le volume d'une orange. Les dauphins communiquent et s'appellent par leur nom. Vrai. Ils utilisent des sifflements vocaux spécifiques pour s'identifier les uns les autres. L'eau des toilettes tourne dans des sens opposés dans les 2 hémisphères. C'est faux. Le sens est le même, que les toilettes se trouvent en Australie ou en France. Un escargot peut faire une sieste assez longue. C'est vrai, certains spécimens peuvent dormir pendant environ 3 ans d'affilée. Les requins peuvent détecter une toute petite goutte de sang à des kilomètres à la ronde. Pas tout à fait. Bien sûr, la région de leur cerveau chargée de sentir les odeurs est très développée, mais l'océan est vraiment vaste, et les molécules odorantes mettent du temps à se répandre dans un liquide. Par une belle journée avec des courants favorables, un requin peut sentir sa proie à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Enfin, les pingouins demandent leur promise en mariage. Vrai, ils sont monogames et après avoir choisi une compagne, le mâle donne à la femelle un caillou pour lui montrer son affection. Salut les amis, nous allons aujourd'hui déboulonner quelques mythes sur l'espace. Montez à bord de notre navette et tirons tout ça au clair une bonne fois pour toutes. Imaginez ça. Vous flottez dans l'espace en buvant une tasse de chocolat chaud lorsqu'une pensée étrange vous vient à l'esprit. Peut-on crier dans l'espace? Et si oui, est-ce que quelqu'un entendrait ce cri? Si vous avez vu Alien, vous connaissez la réponse. On ne peut pas entendre les sons dans l'espace. Ce n'est pas que les sons n'existent pas. C'est juste qu'on ne peut pas les entendre. Il n'y a personne de mieux placé pour déboulonner ce mythe que Chris Hadfield. Il a participé à plusieurs sorties dans l'espace au cours de sa vie d'astronaute.
Une fois dans l'obscurité de l'espace, on n'entend plus rien. Tout ce que l'on entend, c'est le silence. Un silence absolu. Mais, juste à côté, il y a une énorme boule de feu, le Soleil. Nous n'entendons pas ces explosions parce qu'il n'y a rien pour porter les sons. Mais ce ne serait probablement pas très agréable pour les astronautes s'ils pouvaient entendre tous les bruits de l'espace. Imaginez que vous naviguez dans l'espace, tel un super-héros du futur, lorsqu'une étoile filante passe tout près de vous. Mais attendez, s'agit-il vraiment d'une étoile ? Et non, les étoiles filantes ne sont pas du tout des étoiles. Ce sont de petits cailloux appelés météoroïdes qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et créent un beau spectacle lumineux. Et puisque nous déboulonnons les mythes, en voilà tout de suite un autre. Vous avez probablement entendu dire que les météores ne s'écrasent que très rarement sur la Terre, comme lorsqu'une violente apocalypse décime tous les dinosaures. Ce n'est pas vrai. Les scientifiques estiment qu'environ 48 tonnes de matériaux météoritiques tombent sur Terre chaque jour. Mais la quasi-totalité de ces matériaux se vaporise dans l'atmosphère. La traînée lumineuse que nous voyons dans le ciel est ce que l'on appelle une étoile filante. La prochaine fois que vous ferez un vœu, rappelez-vous qu'il s'agit en réalité d'un minuscule débris spatial. Ce n'est pas si romantique après tout. Peut-on ou non voler dans la stratosphère en montgolfière ? Apparemment, c'est possible. La stratosphère terrestre commence relativement près du sol. Elle s'élève à environ 11 ou 12 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais elle continue ensuite très haut. Si vous voulez vous envoler jusqu'à la stratosphère à l'aide d'une montgolfière, il vous faudra vous munir d'un très bon équipement. Vous aurez besoin d'une combinaison spéciale et d'appareils respiratoires, car l'air se raréfie au fur et à mesure que l'on s'élève. Bien sûr, si vous allez jusqu'au bout, n'oubliez pas de photographier la courbure de la Terre. Équipez-vous donc d'un harnais de poitrine afin d'y accrocher une caméra ou un appareil photo. Et si vous diffusiez tout cela en direct, ce serait une première. Imaginez qu'il y a 102 jours que vous avez quitté la Terre. Vous vous êtes bien adapté à la vie dans l'espace. Mais quelque chose d'étrange se produit dans votre corps. Vous grandissez. Comment est-ce possible ? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, vous ne grandissez pas réellement. C'est simplement que votre corps ne subit plus l'effet de la gravité. Votre corps dispose d'un espace naturel entre les vertèbres et les articulations. Sur Terre, cet espace est presque entièrement comprimé par la force de gravité. Mais dans l'espace, le corps, libéré de cette force, commence à s'étirer. Donc oui, les astronautes grandissent bien de 3% lorsqu'ils effectuent de longues missions. Et voici une curiosité. La NASA ne l'oublie pas lorsqu'elle fabrique des combinaisons spatiales sur mesure. Ainsi, les astronautes disposeront toujours d'un espace supplémentaire dans leur combinaison. Une fois les astronautes de retour sur Terre, l'effet antigravité s'estompera. Ils passeront peut-être quelques jours en pantacourt avant que de retrouver une taille normale, mais tout ira bien. Avez-vous déjà imaginé une porte d'avion s'ouvrant en plein volume et un groupe de passagers aspirés dans l'atmosphère comme de simples plumes ? C'est une chose que l'on voit assez souvent dans les films catastrophes. Imaginez maintenant que cela se produise dans l'espace. On croit communément que si un astronaute est aspiré hors d'un sas, il sera brûlé vif, instantanément. Mais attention, ce n'est pas seulement vrai. En fait, la réalité est bien pire. D'après l'astronaute Chris Hadfield, voici ce qui se passerait. La partie de votre corps située à l'ombre serait soumise à une température de moins 250 degrés. Et la partie exposée au soleil chaufferait, elle, sous une température de 250 degrés. Vos poumons s'affaisseraient et votre sang se mettrait à bouillir. Vous seriez donc brûlé, gelé, incapable de respirer et bouilli. Peu recommandé. Combien de fois avez-vous déjà entendu dire que les astronautes devaient s'entraîner chaque seconde de la journée sous peine de s'évanouir ? Il s'agit d'un mythe. Vous vous souvenez de ce que nous avons dit de la gravité ? En raison de l'absence de gravité dans l'espace, notre corps n'a pas à travailler très dur. Nos torses n'ont pas à porter le poids de nos têtes. Et nous n'avons pas à faire d'efforts pour bouger nos jambes, car on ne marche pas vraiment dans l'espace. Imaginez maintenant que vous viviez ainsi pendant 6 mois, voire 1 an. Vos muscles se transformeraient vite en gelée,
Voilà pourquoi les astronautes s'entraînent. Ils s'attachent et courent sur un tapis roulant, ou ils font de l'haltérophilie sur une machine spéciale. De cette façon, leurs muscles ne ressentent pas trop l'absence de la gravité. Ils doivent cependant s'hydrater. Si j'étais astronaute, je demanderais à la NASA si je peux emporter ma gourde d'eau douce dans l'espace avec moi. Vous avez peut-être entendu dire que l'espace sent le steak brûlé, ou la sauce barbecue. Même si cela semble absurde, ce mythe est plus vrai que faux. Les astronautes ne peuvent évidemment pas sentir l'odeur de l'espace lorsqu'ils y sont, car ils ne peuvent pas enlever leur casque. Ils sentent généralement cette odeur une fois que leur véhicule s'est amarré et qu'ils ont ouvert le sas. Apparemment, cette odeur est due à la présence d'hydrocarbures flottant dans l'espace. Qui l'eût cru? Laissez-moi à présent vous poser une question. Pensez-vous vraiment que si les astronautes pouvaient voler à la vitesse de la lumière, ils ne vieilliraient pas d'une seule seconde? Je savais que vous diriez non. Tirons cela au clair. Tout d'abord, nous n'avons pas encore trouvé comment voyager à la vitesse de la lumière. Cela nécessiterait une immense quantité d'énergie et nous ne disposons pas de la technologie nécessaire. Deuxièmement, même si nous parvenions à mettre un humain à l'intérieur d'un vaisseau voyageant à la vitesse de la lumière, cette personne continuerait à vieillir. Elle vieillirait différemment des personnes restées sur Terre. C'est un fait, mais elle vieillirait quand même. Vous croyez vraiment que l'immortalité existe? Et non. Si vous avez vu Avatar 1, vous vous souvenez certainement que les humains ne réussissent à atteindre Pandora que grâce au cryosommeil. Ils congèlent leur corps, les placent dans des lits cryogéniques et voyagent pendant des années sans vieillir. Oui, cela semble incroyable, mais cette technologie n'existe pas encore. Notre corps est principalement constitué d'eau, n'est-ce pas? Et quand on congèle de l'eau, elle se dilate. C'est pourquoi il ne faut jamais laisser une canette de soda sans surveillance dans le congélateur. À l'heure actuelle, si nous congélions le corps d'une personne, l'eau qu'il contient se dilaterait, et cela endommagerait les tissus et les organes. Alors non, nous ne pouvons pas cryodormir pour voyager dans l'espace, pas encore tout au moins. Voici une idée folle. Que se passerait-il si un astronaute emportait un drone lors d'une sortie dans l'espace? À moins qu'il ne s'agisse d'un drone conçu par la NASA, l'engin gèlerait et brûlerait probablement sans protection spéciale. Mais on peut toujours rêver, pas vrai? Alors, avec quel type d'essence tu fais le plein? À la station-service, tu as probablement remarqué différents indicateurs accompagnés de chiffres sur les boutons des pompes à essence. Il s'agit des niveaux d'octane, qui varient de normal, moyen et supérieur. Chacun fournit un niveau d'octane différent qui est nécessaire à ton type de moteur pour fonctionner efficacement. Ton choix doit être basé sur le taux de compression de ton moteur. Ainsi, le mythe de l'utilisation de l'essence super pour une voiture qui a besoin d'essence ordinaire pour obtenir de meilleures performances ou pour améliorer la santé du moteur est faux. Il vaut mieux s'en tenir au carburant recommandé pour ta voiture. Tu économiseras de l'argent en achetant le bon carburant. Mais que se passe-t-il si tu remplis ton réservoir d'essence un matin froid, ce qui permet au carburant de se rétracter? Le carburant ne sera-t-il pas plus dense, ce qui te permettra d'en avoir plus pour ton argent? Il s'agit d'un autre faux mythe. Les réservoirs d'approvisionnement sont enfouis si profondément sous terre que la température à l'intérieur ne change pas du tout. Nous avons tous entendu dire que la chasse d'eau des toilettes fonctionne en sens inverse dans les différents hémisphères, dans le sens des aiguilles d'une montre au nord et dans le sens inverse au sud. En théorie, l'effet de Coriolis devrait effectivement faire bouger l'eau dans ces directions. Mais en réalité, l'eau qui s'écoule est uniquement influencée par la façon dont elle est évacuée. Et la direction du flux ne dépend pas du lieu. Tu es pris dans un orage et il n'y a aucun abri autour de toi. La foudre frappe tout à coup et ta première réaction est de courir vers l'endroit où elle vient de frapper. Après tout, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, n'est-ce pas? C'est faux. La foudre a bien frappé à cet endroit pour une raison ou une autre. C'est peut-être un signe qu'il s'agit d'un endroit risqué. Cette zone peut facilement être frappée à nouveau. Il vaut mieux trouver un abri et rester à l'écart des objets métalliques. Manger avant de se baigner a toujours été considéré comme dangereux. Les gens pensaient que cela provoquait des crampes, mais ce n'est pas vrai. Le seul effet négatif de la natation après un repas est l'essoufflement. Assure-toi simplement de rester dans les eaux peu profondes pendant que tu digères ton repas. On dit souvent que la Grande Muraille de Chine est visible de l'espace, mais il n'y a en fait aucun bâtiment sur Terre qui puisse être visible à cette distance. En revanche, on peut voir les lumières sur Terre pendant la nuit. Albert Einstein, le plus grand physicien de tous les temps, était souvent signalé pour ses piètres compétences en mathématiques.
Les gens disaient qu'il avait raté cette matière à l'école. Mais même si Einstein a effectivement raté un examen d'entrée sans rapport, il était en fait vraiment bon en maths et a même créé sa propre preuve originale du théorème de Pythagore à l'âge de 12 ans. Le printemps est dans l'air. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur moment pour les bébés oiseaux. Ils ont tendance à tomber de leur nid. Parfois, ils se retrouvent dans un endroit dangereux et doivent être emmenés dans un lieu plus sûr. Mais on t'a probablement dit que si quelqu'un les touche, leur mère ne voudra plus s'occuper de ses petits. En réalité, les oiseaux ont un très mauvais odorat et ne peuvent pas savoir si un humain est entré en contact avec eux. Donc n'hésite pas à le replacer dans leur nid si nécessaire. Vu la taille de notre cerveau, il est dommage que nous n'utilisions que 10% de ses capacités. Encore un mythe. En réalité, tu utilises ton cerveau au maximum, mais différentes parties de celui-ci fonctionnent à différents moments de la journée. Il y a eu une époque où faire chauffer sa voiture par temps froid était une nécessité. Et certaines personnes pensent que c'est encore vrai. Mais aujourd'hui, nous utilisons des voitures différentes. Et c'est pire pour la voiture de tourner inutilement pendant trop longtemps. Quant à la mise en température, 30 secondes suffisent. Un vieux dicton dit que les chauves-souris ont une mauvaise vue, mais cela ne pourrait pas être plus faux. Non seulement elles utilisent l'écholocation, ce qui est extraordinaire, mais elles peuvent aussi voir assez bien. En fait, elles voient mieux que nous, les humains, au crépuscule et à l'aube. Regarder la télévision ou fixer ton ordinateur ne te donne pas des yeux carrés et ne les abîme pas. Tes yeux se fatiguent simplement au bout d'un certain temps, mais tant que tu clignes suffisamment des yeux pour ne pas les laisser se dessécher, tout ira bien. La calvitie est un phénomène naturel chez les hommes. Les shampoings, les gels, les rayons du soleil, les chapeaux et les niveaux de testostérone ont tous été tenus responsables de la perte précoce des cheveux. Mais la chute naturelle des cheveux est purement héréditaire. Elle peut provenir des deux côtés de la famille, mais principalement des gènes du père. Il nous est arrivé à tous d'avaler notre chewing-gum, que ce soit par accident ou lorsqu'il n'y avait pas de table sous laquelle le coller. Ne t'inquiète pas, il ne réapparaîtra pas dans 7 ans. Ton estomac le digérera facilement et le fera passer directement. Acheter du maquillage en gros est un excellent moyen d'économiser de l'argent, car le maquillage est censé ne jamais expirer. Mais c'est faux. Il peut développer des bactéries qui auront un effet négatif sur ta peau. Alors veille à renouveler ton stock tous les 12 mois. Un autre mythe concernant le maquillage est qu'il est nocif pour la peau. Mais en réalité, il est tout à fait normal et peut contribuer à protéger ta peau de la pollution. N'oublie simplement pas de l'enlever tous les jours. Les Vikings ont toujours été admirés et populaires dans les cultures du monde entier. Ils ont été représentés comme de courageux guerriers portant des casques avec des cornes. Mais la vérité est qu'ils n'ont jamais eu de cornes. Cette image a été dépeinte pour la première fois dans un opéra composé par Wagner au XIXe siècle. Et depuis lors, les cornes ont été associées aux Vikings. On t'a peut-être dit de ne pas porter de rouge en présence de taureaux. Mais en réalité, peu importe ce que tu portes, car ces animaux ne voient pas la couleur. Ils sont généralement provoqués par un mouvement général. Les chiens, en revanche, peuvent voir les couleurs, mais la façon dont ils le font est différente de celle des humains. L'autruche va coucher sa tête et son cou sur le sol si elle voit un ennemi arriver. Comme les couleurs de l'oiseau correspondent à celles du sol, elles se font facilement dans son environnement. En même temps, les autruches ont souvent l'air d'avoir la tête enfoncée dans le sol, mais ce n'est pas le cas. Les autruches ne pourraient pas respirer si c'était vraiment ce qu'elles faisaient. Les Highlands écossais sont synonymes de paysages magnifiques, de kilt et de sons apaisants de la cornemuse. Ah oui, n'oublions pas le golf. Mais la cornemuse n'est pas d'origine écossaise. Cet instrument a été utilisé pour la première fois au Moyen-Âge, des siècles avant que quiconque en Europe ait eu l'occasion d'ennuyer ses voisins en jouant de cet instrument inhabituel. Pendant le sommeil profond, tu respires fortement et peux accidentellement aspirer dans ta bouche toutes sortes de choses. C'est pourquoi tu avales en moyenne 7 araignées par an. C'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas possible. Une araignée ne peut rien trouver de moins attrayant qu'un énorme morceau d'humain qui grogne et qui n'offre aucune nourriture. Elle ne s'approchera tout simplement pas de ta bouche. Tes ongles ne poussent pas à la même vitesse. Plus la main ou le doigt est utilisé, plus il favorise la croissance de l'ongle. C'est pourquoi les ongles de ta main dominante poussent plus vite que celles de l'autre. Les ninjas n'avaient pas qu'une seule couleur pour leur célèbre uniforme de ninja. Bien sûr, le noir était le meilleur pour se fondre dans la masse la nuit, mais ils disposaient également d'une garde-robe contenant de nombreuses couleurs pour se fondre dans la masse en d'autres occasions. Se raser les cheveux ne les rend pas plus épais, ne change pas leur couleur et ne les rend pas plus durs.
ils en ont juste l'air, puisque les nouveaux poils commencent à repousser avec des pointes émoussées aux extrémités. Les souvenirs des poissons rouges durent bien plus longtemps que 3 secondes. Ces créatures peuvent se souvenir de choses jusqu'à 3 mois. Tu peux également apprendre à ton poisson rouge à se nourrir au même endroit chaque jour, entre autres astuces. La couleur naturelle des caméléons, le brun et le vert terne, se font parfaitement dans leur environnement. Ces animaux n'ont pas besoin de leur capacité à changer de couleur pour se cacher. Ils utilisent plutôt leurs étonnantes capacités pour communiquer et contrôler la température. Lors d'un tremblement de terre, on te conseille de trouver une porte car c'est l'endroit le plus sûr dans un bâtiment. En réalité, elle n'est pas plus sûre qu'une autre partie de ta maison. Cherche plutôt à t'abriter sous une table ou un bureau jusqu'à ce que les secousses cessent. Dans de nombreux dessins animés, on a vu des opossums se suspendre la tête en bas. Et en effet, leur queue est assez forte pour leur permettre de se suspendre ainsi pendant un court instant. Mais leur corps est trop grand pour rester suspendu à une branche plus longtemps qu'une courte photo. Nous connaissons tous le dicton « On ne peut pas apprendre à un vieux chien de nouveaux tours ». Mais si les chiots apprennent plus facilement, les chiens adultes peuvent également apprendre des tours avec facilité. Cependant, il y a un tour que tu devrais éviter. C'est celui qui consiste à ce que ton chien te lèche le visage. La salive des chiens a un pH légèrement plus alcalin, ce qui peut empêcher les bactéries de se reproduire. Mais des centaines de bactéries peuvent vivre dans la gueule d'un chien, ce qui peut être nocif pour ta peau. Non, mon chien peut m'embrasser autant qu'il veut. Napoléon était l'un des plus grands empereurs de l'histoire de l'humanité. Mais à l'époque moderne, on se moque parfois de lui pour sa petite taille. Cependant, avec 167 cm, il était au-dessus de la taille moyenne de l'époque. Napoléon a même été meneur de jeu dans l'équipe nationale française de basketball. Non, je viens de l'inventer. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans l'histoire de l'art. Notre objectif principal est de percer le mystère de savoir si toutes les statues anciennes ont toujours été blanches. Nous allons visiter des musées et même voyager dans le temps pour essayer d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblaient vraiment ces statues à l'époque. Pour commencer, nous atterrissons à New York. Nous montons les célèbres marches du Met, le Metropolitan Museum of Art, et nous entrons dans cet énorme musée. Nous empruntons un couloir et arrivons dans la salle où se trouve l'une des plus grandes collections au monde de statues grecques et romaines antiques. En admirant le large éventail de statues, une chose saute aux yeux. Elles sont principalement blanches. C'est logique puisque leur matériau principal est le marbre blanc. Pendant des siècles, les historiens, les archéologues et les chercheurs ont toujours considéré ce fait comme acquis. Ces statues n'ont-elles pas toujours été blanches ? Jusqu'à ces dernières décennies, ce n'était pas une question dont on discutait. Mais dans les années 1980, des chercheurs ont déterré une ancienne statue grecque qui était clairement pigmentée. Cette nouvelle découverte les a poussés à se demander si toutes les statues antiques étaient peintes. Jetons un coup d'œil attentif à cette œuvre d'art. On a découvert que cette statue grecque du IIIe siècle avant notre ère était presque entièrement peinte. Toujours dans sa forme originale. Nul besoin d'être un expert pour remarquer que la statue porte encore certaines de ses couleurs d'origine, avec quelques nuances de bleu et de rouge. En réalité, cette statue n'est pas une exception. C'est la norme. Il s'avère que les civilisations anciennes peignaient effectivement leurs sculptures avec des couleurs vives et lumineuses, mais quelque part le long de notre ligne de temps historique, cette information s'est perdue. Selon les chercheurs, pigmenter les sculptures était un moyen de rapprocher leur représentation de la vie réelle. Nous vivons bien dans des couleurs vives. Alors pourquoi l'art ne le reflèterait pas ? Prenons un peu de recul pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi les galeries de nos musées sont-elles remplies de statues désespérément blanches ? Tu as sans doute entendu parler de Michel-Ange. C'est un célèbre sculpteur italien à qui l'on doit notamment l'iconique David et le plafond de la chapelle Sixtine. Michel-Ange était l'un des peintres les plus emblématiques de la Renaissance. La Renaissance est une période historique au cours de laquelle les artistes, philosophes et scientifiques européens ont développé un intérêt renouvelé pour les créations de la Grèce et de la Rome antique. Des artistes comme Michel-Ange ont étudié une série de sculptures romaines, comme par exemple le groupe de Laocoon. Ils sont tombés amoureux de leurs figures réalistes et de leur marbre blanc immaculé.
La seule chose qu'il ne savait pas, et il n'avait pas la technologie pour le savoir, c'est si les pigments colorés de ces sculptures avaient des teints. Après tout, elles ont été trouvées après avoir été enterrées ou laissées à l'air libre pendant des années. On pense que cette statue en particulier, le Laocoon, avait des serpents et des manteaux colorés, par exemple. Lorsque les artistes de la Renaissance ont entrepris de rendre hommage aux artistes antiques, ils ont également laissé leurs chefs-d'œuvre à nu. Ils ont sculpté directement sur le marbre et les ont laissés blancs, sans pigmentation, probablement parce qu'ils pensaient que c'était ainsi que les choses se faisaient autrefois. Les œuvres de Michel-Ange et de ses pairs ont influencé toute une génération de sculpteurs par la suite. Cette façon de faire de l'art a donc voyagé jusqu'au temps moderne, sans qu'on se pose trop de questions. Pourtant, les preuves de la présence de pigments de couleur dans les statues anciennes sont nombreuses. Certaines recherches révèlent que les érudits savent depuis au moins un siècle que les sculptures antiques n'étaient pas toutes blanches à l'origine. D'autres études suggèrent que cette découverte pourrait avoir eu lieu encore plus tôt. Au début des années 1980, l'archéologue Vinzenz Brinkmann a fait une énorme découverte. Alors qu'il était étudiant à l'université Ludwig Maximilian à Munich, il a développé une technologie capable de détecter la polychromie dans d'anciens échantillons de statues grecques. La polychromie est l'art de peindre en plusieurs couleurs. Quoi qu'il en soit, il a été surpris par sa découverte et s'est demandé pourquoi les autres chercheurs et archéologues n'en parlaient pas. Il se trouve que la première découverte que les statues anciennes n'étaient pas si blanches a eu lieu il y a longtemps, bien avant la naissance de Brinkmann. Elle a eu lieu pendant l'exhumation de Pompéi, dans les années 1700. Comme tu le savais peut-être, la ville de Pompéi dans le sud de l'Italie a été entièrement recouverte de lave, après l'éruption soudaine du mont Vésuve. La ville a été détruite, mais les nuages de cendres qui ont surgi de la lave ont permis de préserver une grande partie de la structure de la ville à travers le temps. Pour le plus grand bonheur des historiens de l'art et des archéologues, Pompéi est devenu un terrain de fouilles privilégié pour comprendre la Rome antique. Les chercheurs y ont trouvé plusieurs fresques conservées qui représentaient des scènes de la vie quotidienne romaine. Dans l'une d'elles, on voit un artiste peindre une sculpture. Ce fait a été documenté par un historien de l'art très célèbre, connu sous le nom de Johann Joachim Winckelmann. Il est aussi considéré comme le père de l'histoire de l'art. Maintenant, regardons de plus près une autre statue célèbre. Pour l'admirer, il faut aller à Rome et visiter les musées du Vatican. La statue est une représentation classique de César Auguste. Au cas où tu ne le saurais pas, il est le fondateur de l'Empire romain et le premier empereur de Rome. C'est un personnage important. La sculpture s'appelle l'Auguste de Prima Porta. Tu l'as peut-être déjà vue dans un manuel d'histoire. Il se trouve qu'elle est toujours représentée sous sa forme de marbre blanc. Mais selon une découverte archéologique des années 1860, la statue originale était bien plus colorée. Selon les archéologues, la statue d'Auguste de Prima Porta avait une tunique rouge, une armure jaune et un manteau violet. Il est important de garder à l'esprit que les couleurs n'étaient pas fabriquées artificiellement comme aujourd'hui. Les artistes ne pouvaient produire des couleurs qu'à partir de ressources naturelles. Ainsi, le violet, par exemple, était une couleur extrêmement difficile à fabriquer. À l'époque, on tirait le violet du mucus d'une espèce rare d'escargot. Cela signifie que toute personne qui utilisait la couleur violette pour pigmenter son art et ses vêtements était puissante et riche. Cela semble être une preuve suffisante que les statues anciennes n'étaient pas toujours blanches. Mais comme on peut en juger par l'aspect de nos musées modernes, il ne semble pas y avoir eu assez d'intérêt dans la communauté artistique pour explorer davantage la polychromie sur les statues anciennes. Mais te souviens-tu de l'archéologue dont nous avons parlé, Brinkmann ? Eh bien, il collecte des données sur la polychromie depuis les années 1980. À un moment donné, il a même commencé à fabriquer des répliques colorées de ces statues. La technologie utilisée est loin d'être simple. Pour reconstituer ces œuvres d'art anciennes, Brinkmann en fait une copie en plâtre en 3D. Ensuite, il les peint à la main avec l'aide de sa femme. Pour découvrir quelle couleur était utilisée dans les sculptures originales, Brinkmann utilise la lumière UV.
Certains pigments brillent sous la lumière UV, exposant des traces qui seraient autrement invisibles. Prenons l'exemple de cet archer coloré. Regarde ces couleurs. Cette pièce est la reconstitution d'un archer en marbre dans le costume d'un cavalier. Pour représenter fidèlement l'archer, les restaurateurs ont dû faire de nombreuses recherches sur l'histoire de la région où la pièce a été trouvée à l'origine. Car les couleurs ont une signification culturelle. Associée à la technologie UV, cela a permis la reconstruction que l'on peut admirer maintenant. Cela semble très éloigné de l'idée que l'on se fait de ce que les Grecs auraient fait. Mais c'est censé ressembler exactement à l'original. Selon Brinkman, on ne devrait pas être si surpris que les anciennes civilisations occidentales aient utilisé des couleurs vives pour dépeindre la réalité. Après tout, les Romains et les Grecs ont été fortement inspirés par les œuvres d'art de la civilisation égyptienne, de l'ancienne Mésopotamie et de l'Asie. Par exemple, si l'on regarde le célèbre sphinx égyptien, on peut être amené à croire qu'il a toujours eu cette apparence. Mais ce n'est pas du tout le cas. Des études modernes et des reconstructions virtuelles du monument nous montrent qu'il était très coloré. Le corps de la statue aurait été peint en couleur terre cuite, tandis que la coiffe royale qui entoure la tête aurait été dorée et bleue. Toutes ces couleurs étaient considérées comme importantes à l'époque égyptienne, et il était tout à fait approprié de les utiliser pour représenter un pharaon. On dirait qu'elles sortent de nos pires cauchemars. Il n'y a pas de preuve que ces bêtes existent, mais toutes les histoires terrifiantes à leur sujet, transmises de génération en génération, ont parfois l'air vraies. Quelle est ta préférée? La première créature à laquelle tu penses, c'est probablement Bigfoot. Une créature immense aux traits de singe qui laisserait des traces de pas géantes qui donnent à penser aux habitants des zones nord-ouest du Pacifique qu'elle existe peut-être vraiment. Il existe d'autres légendes sur d'autres créatures. Comme la légende du monstre de Mogollon, parfois appelé le Bigfoot de l'Arizona. Cette créature mesurerait 2 mètres de haut et aurait des yeux rouges. Elle aurait été aperçue dans les environs du Mogollon Rim. On dit qu'elle est couverte de poils marron roux ou noirs, sauf son visage, son torse, ses pieds et ses mains. Elle reproduirait les bruits de la faune du coin, comme les cris des coyotes et les chants des oiseaux. On dit qu'elle explore les sites de camping dès que la nuit tombe. Elle construirait des nids avec des brindilles, des aiguilles de pin et des feuilles. Si tu es dans le coin et que quelqu'un que tu ne vois pas te jette des cailloux, ouais, c'est forcément le monstre du Mogollon. Cette créature serait omnivore. Elle se nourrit d'animaux et de plantes. On dit qu'elle préfère se déplacer la nuit à la recherche de proies innocentes dans les bois. Urayuli, une créature mythique de 3 mètres de haut qui se cacherait dans les bois du sud-ouest de l'Alaska. C'est une bête géante connue pour avoir des bras et des jambes extrêmement longs. La légende dit que ses bras dégingandés sont si grands qu'ils arriveraient aux chevilles. La créature serait recouverte d'une épaisse fourrure. La seule chose qui n'est pas couverte de poils que tu peux distinguer sur son visage sont ses yeux brillants. La légende dit que l'Urayuli utilise ses yeux lumineux pour hypnotiser ses proies. Mais nous ne sommes pas d'accord, puisque d'autres histoires affirment que l'Urayuli préfère manger du cerf et qu'il est inoffensif pour les humains. Selon certaines personnes, l'Urayuli est une sorte de Bigfoot. Wendigo. On dit que cette terrifiante créature se cache dans les forêts du nord du Canada et des États-Unis à la recherche de ses victimes. Selon la légende, Wendigo était un chasseur qui s'est perdu un jour et le froid l'aurait transformé en une bête de 4 mètres à la peau desséchée et tirée sur ses longs os pointus. Cette créature est apparue pour les premières fois dans des histoires au XXe siècle. Les habitants du coin affirment que la bête vit encore et qu'elle erre à travers la forêt à la recherche de personnes perdues qu'elle pourrait enlever. Le monstre du lac Worth, cette créature effrayante, moitié homme, moitié chèvre, est aussi appelée le monstre de l'île. On dit que c'est une bête de 2 mètres de haut si forte qu'elle peut balancer des pneus comme si c'était des jouets en plastique. Dans le pire des cas, elle apparaît dans le noir en sautant depuis les arbres sur le capot des voitures en mouvement. C'est comme ça qu'elle a été décrite par les premières personnes qui disent l'avoir aperçue. Le lac Worth se trouve à l'ouest de Dallas et à l'est du Fort Worth.
Il y a une masse de terre au milieu de ce lac mystique, appelé île de Greer. Selon la légende, c'est là que l'affreuse créature, aussi appelée Bigfoot de Fort Worth, habite. Et c'est là aussi que se rendent les curieux pour chercher des preuves de l'existence de la bête. Il se cache dans le noir avec ses yeux rouges. Il s'agit de l'homme papillon, une créature humanoïde aperçue dans les années 60 à Point Pleasant, en Virginie de l'Ouest. Une froide nuit de novembre 1966, deux couples de jeunes disent avoir vu une grande créature grise avec des yeux rouges brillants. Elle ressemblait à un homme volant avec des ailes d'une envergure d'environ 3 mètres. Les 2 jours suivants, de plus en plus de personnes disent avoir vu la même créature. Plus tard, un biologiste de l'Université de la Virginie de l'Ouest a rapporté aux journaux que cette description correspondait à celle de la grue du Canada. Il s'agit d'un grand oiseau américain dont la taille correspond à celle d'un être humain. Son envergure est d'environ 2 mètres et il a des cercles rouges autour des yeux. Cet oiseau s'est probablement retrouvé hors de sa route de migration et a été à l'origine de ces histoires. Ou peut-être pas. Les Nightcrawlers de Fresno. Ils ne sont pas si grands que cela pour des monstres, environ 1,50 m. La partie haute de leur corps est plutôt petite. Ce sont leurs jambes qui sont longues. Ces créatures sont apparues 2 fois. La première fois, elles ont été vues à Fresno, en Californie. La deuxième fois, elles ont été aperçues au Yosemite National Park, toujours en Californie. On peut les voir les 2 fois dans des vidéos de piètre qualité. Impossible donc de donner des détails sur leur torse. Ce sont des créatures fines et blanches, sans bras. Du moins, on ne les voit pas. Elles ont des petits pieds qui ressemblent à des poteaux. Tu as déjà entendu parler du Slide Rock Bolter ? On dit qu'il se cache quelque part dans les montagnes du Colorado, plus précisément dans la montagne Tête de Lézard. C'est à peine plus au sud-ouest de Telluride. Il s'agit d'une sorte de léviathan qui vit dans la terre. Cette baleine de montagne observe attentivement son environnement avec ses yeux perçants depuis le sommet de la montagne. Elle s'accroche au sommet avec sa queue fourchue et pourvue de griffes. Lorsque quelque chose ou quelqu'un traverse son territoire, la créature lâche le sommet et se laisse glisser vers le bas de la montagne, avec sa bouche pleine de dents effilées grandes ouvertes. Elle gobe tout sur son passage. Les mineurs, les touristes et les agriculteurs. Elle glisse le long du flanc de la montagne et détruit toute la flore sur son passage. Du moins, c'est ce que dit la légende. Waouh, pour l'instant, c'est la créature qui me fait le plus peur. Altamaha. Quelque part dans le sud-est de la Géorgie, près de la bouche du fleuve Altamaha, se cache un monstre marin. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'État. Il se jette dans l'océan Atlantique. Toute la zone environnante est composée de petites îles, canaux, digues, étangs, hectares de marécages et vieilles cultures de riz. C'est la cachette parfaite pour un monstre aquatique, non ? La légende raconte que ce cryptide aurait un corps d'esturgeon avec une crête osseuse sur le dos. Grâce à ses nageoires, cette créature nagerait comme un dauphin. Son museau ressemblerait à celui d'un crocodile. On dit qu'elle a de grandes dents pointues et des yeux globuleux. Elle serait verte ou grise avec le ventre blanc-jaune et mesurerait environ 9 mètres. Il n'y a aucune preuve concrète de l'existence de Altamaha, mais sa légende a des centaines d'années. À l'époque, on parlait d'une énorme créature ressemblant à un serpent qui sifflait et hurlait. Le monstre du Loch Ness. Nessie pour les amis. C'est à l'époque des Picts, une ancienne tribu écossaise, que la légende voit le jour. Elle se développe dans les années 1930, lorsque se termine la construction d'une route longeant le lac. En avril 1933, un couple remarque un grand animal qui ressemble à un monstre préhistorique ou à un dragon. La plupart des gens imaginent un plésiosaure, à savoir un dinosaure marin. La créature aurait traversé la route devant le couple et se serait rapidement cachée dans l'eau. Plus tard, la même année, certains chercheurs ont repéré de grandes traces de pas. Il s'agissait de traces appartenant à une créature solide d'environ 6 mètres de long avec des pieds mous. Des traces d'hippopotame ?
De plus, les chercheurs ont montré que l'eau du lac n'était pas suffisamment riche pour nourrir un prédateur aussi grand. Il n'y a pas assez d'animaux. Mais la légende de cette créature mythique a survécu, et partout dans le monde, on se demande s'il n'y aurait pas effectivement quelque chose qui se cacherait au fond des eaux troubles du Loch Ness. Tu cherches quelque chose de visqueux? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices car tous leurs organes internes sont, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement aux bernards l'ermite, qui renouvellent leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides, qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement aux mythes communs, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que 2 couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères, c'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots Adélie sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille, un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. En parlant d'amour animal, les renards aussi sont romantiques. Les mâles font de bons pères et maris, et ils sont dévoués à leurs proches pour la vie. Ils prennent soin des femelles et enlèvent même les puces de leur fourrure. Ils améliorent le terrier et participent activement à l'éducation de leurs petits. Les dauphins peuvent dormir avec un œil fermé et l'autre ouvert.
Une moitié du cerveau se repose et rêve, pendant que l'autre moitié scanne l'environnement à la recherche de signes de danger. Le cerveau parfait pour dormir pendant les cours et les réunions ennuyeuses. De plus, les dauphins contrôlent manuellement leur respiration. Si les deux parties de leur cerveau dormaient en même temps, ils pourraient tout simplement se noyer. Les loutres de mer sont les dormeuses les plus adorables du règne animal. En été, à cause de la chaleur, les loutres de mer passent tout leur temps dans l'eau. Elles nagent sur le dos et dorment dans cette position. Les bébés dorment sur le ventre de leur mère et les adultes se tiennent par les pattes pour ne pas être séparés par les courants. Les autruches n'enfouissent pas leur tête dans le sable lorsqu'elles se sentent menacées. En fait, elles n'enfouissent jamais leur tête. Ce mythe s'est répandu à cause de la célèbre expression « faire la politique de l'autruche ». En réalité, les autruches creusent des trous dans le sable pour leurs œufs car ce sont des oiseaux incapables de voler. Pour s'assurer qu'ils sont uniformément chauffés, les autruches y plongent leur tête afin de tourner les œufs de temps en temps. Mais ces animaux ont quand même une certaine propension à la fuite. Lorsqu'elles font face à une menace, elles peuvent se laisser tomber sur le sable et y rester parfaitement immobiles, en faisant semblant de ne pas être en vie. Selon une croyance populaire erronée, les requins ne pourraient respirer qu'en se déplaçant, car la natation les aide à pousser l'eau à travers leurs branchies. Bien que de nombreux types de requins soient effectivement conçus ainsi, beaucoup d'autres, comme les requins nourrices, qui arpentent les hauts fonds, n'ont pas besoin de nager pour pomper de l'eau riche en oxygène vers leurs branchies. Toutefois, tous les requins sont dépourvus de vessie natatoire, donc s'ils arrêtent de nager, ils vont probablement couler au fond de l'eau. Mais heureusement, le corps d'un requin ne peut pas être comprimé. C'est pourquoi les descentes ou les remontées rapides sont sans danger pour eux. Des scientifiques du Japon ont fait écouter des enregistrements audio à des chats pour prouver qu'ils étaient réellement dédaigneux. Dans ces enregistrements, les propriétaires des chats les appelaient par leur nom. Les pupilles des chats se dilataient et les animaux bougeaient leur queue, leurs pattes ou leurs oreilles. Ils entendaient donc les appels mais y répondaient rarement. C'est une question d'évolution. Les chats sont devenus proches des humains parce qu'ils étaient attirés par les souris qui mangeaient nos céréales. Ils ont vécu auprès des gens mais n'ont jamais réellement été apprivoisés. Et pourtant nous continuons à les nourrir. Les oiseaux sont en fait parmi les derniers survivants des dinosaures. Ils ont évolué à partir des théropodes, les dinosaures qui couraient sur deux pattes. Donc lui, techniquement, le T-Rex est un cousin éloigné du poulet, de l'autruche et même du colibri. En réalité, les flamants roses sont blancs, mais ils prennent cette teinte rose grâce au bêta-carotène, un pigment qui se trouve dans les algues et les crevettes dont ils se nourrissent. Toi aussi, tu peux changer la couleur de ta peau. Si tu manges beaucoup de carottes, elle deviendra légèrement orange. Cela se produira à cause de la forte teneur en bêta-carotène du légume. Les marins du monde entier ont parlé des calmars géants qu'ils ont rencontrés lors de leur voyage. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont considéré que les monstres aux longs tentacules étaient un mythe. Mais en 2004, la première photo d'un calmar géant a été réalisée. Ils existent réellement. Les scientifiques ont mesuré un animal de près de 13 mètres. Les moustiques piquent vraiment certaines personnes plus que d'autres. Les humains les plus attirants pour eux sont ceux qui ont du sang de type O. De plus, ces insectes ont une très bonne vue. Ils sont attirés par les couleurs vertes, noires et rouges. Alors vérifie la couleur de tes vêtements avant d'aller faire du camping. Tu peux mettre un requin en transe pendant 15 minutes. Pour cela, tu dois caresser le nez de l'animal avec ta main. Cette sorte d'hypnose est appelée immobilité tonique et se produit grâce aux récepteurs présents dans le nez du requin. Lorsqu'on les caresse, les récepteurs envoient de nombreux signaux et le cerveau du requin est incapable de tous les traiter. C'est comment tu es censé t'approcher suffisamment d'un requin pour lui frotter le nez. Les éléphants n'ont pas peur des souris en soi, mais ces animaux massifs ont une mauvaise vue et ils se déplacent assez lentement. C'est pourquoi ils peuvent être effrayés par un oiseau ou une petite créature, comme une souris, qui passe devant eux. C'est juste l'élément de surprise, rien de plus. Le caméléon peut changer de couleur, mais il ne le fait pas pour se camoufler. Le changement de couleur aide l'animal à réguler sa température et à communiquer avec ses pairs. Lorsque la plupart des chiens allaitent, leur langue pend de leur bouche. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. En réalité, les glandes sudoripares des chiens sont situées sur les coussinets de leurs pattes. De plus, il y a d'autres glandes sudoripares sur tout leur corps. Les chiens allaitent pour faire évaporer l'humidité de leur voie nasale, de leur langue et de la paroi de leurs poumons. Cela les aide aussi à se rafraîchir. Tu veilles sans doute à laisser les guêpes tranquilles, mais ne sois pas si sûr qu'elles en feront de même avec toi.
Les abeilles respectent tes limites, et si tu ne les déranges pas, elles ne te feront pas de mal. Mais les guêpes, pour leur part, sont parfois de si mauvaise humeur qu'elles peuvent te piquer, même si tu ne fais que passer près de leur nid. Ton chien n'a pas vraiment un odorat plus développé que le tien. On dit souvent que les chiens ont un odorat supérieur, et cela a probablement commencé lorsqu'un chercheur du 19e siècle a qualifié les humains de non-renifleurs. Personne n'a jamais fourni de tests sensoriels pour étayer cette théorie, mais les gens y ont quand même cru pendant longtemps. La vérité est que différents types d'animaux peuvent identifier différents types d'odeurs. Une expérience a été réalisée dans laquelle des volontaires humains devaient suivre une odeur à la trace. Les chercheurs ont trempé de la ficelle dans de l'essence de chocolat, puis l'ont placée en zigzag sur une pelouse. Les volontaires n'étaient pas autorisés à utiliser d'autres sens. Ils avaient les oreilles bouchées, les yeux bandés, et ils portaient des gants épais et des genouillères. La conclusion de cette expérience a été que même si nous ne sommes pas aussi efficaces que les chiens, nous pouvons suivre une piste olfactive et même devenir bien meilleurs si nous nous entraînons. Il est intéressant de noter que les humains sont plus sensibles à certaines odeurs que les chiens, comme celles des fruits ou des fleurs. C'est parce que durant leur évolution, les chiens n'ont pas eu besoin d'aiguiser leur odorat pour ces types d'odeurs. Un écran de télévision ne diminue pas ta vue. Du moins, il n'y a aucune preuve que regarder un écran de télévision puisse vraiment faire du mal à tes yeux. C'est la même chose pour les écrans de téléphone ou d'ordinateur. Les regarder peut effectivement entraîner une fatigue oculaire, mais dans la plupart des cas, un repos approprié permet de la faire partir. Mais cela ne veut pas dire que regarder la télévision ou fixer ton téléphone trop longtemps n'a pas de conséquences négatives sur d'autres aspects de ta vie, comme une baisse de la concentration et un manque de socialisation, entre autres. Être capable d'enrouler sa langue n'est pas vraiment un trait génétique, même si les professeurs de biologie disent souvent que ce don repose sur un gène dominant. Une étude a montré que 7 jumeaux sur 33 ne partageaient pas réellement cette caractéristique. Les vrais jumeaux ont pourtant les mêmes gènes, ce qui implique qu'ils devraient aussi partager ce trait de caractère. Mais ce n'est pas le cas, ce qui signifie que les gènes ne sont probablement pas le facteur qui décide si tu seras capable d'enrouler ta langue. Mais ce mythe existe toujours, même s'il a été démystifié il y a plus de 6 décennies. Tu vas attraper un rhume si tu sors avec les cheveux mouillés. C'est encore un mythe. Pour attraper un rhume, il faut qu'un virus pénètre dans ton corps. De plus, les cheveux mouillés ne te rendent pas plus attirant pour les différents microbes qui se cachent autour de toi. Les gens le croient surtout parce que 1. Ils l'ont entendu de leurs parents, et 2. Ils associent le fait de sortir avec les cheveux mouillés à celui de tomber malade, car on est généralement plus exposé aux microbes quand on est dehors. Il n'existe pas de personnes dont les articulations vont dans les deux sens. Certaines personnes ont effectivement des parties de leur corps qui sont très souples, ce qui leur permet, par exemple, de toucher leur menton avec leur coude ou de plier leurs doigts vers l'arrière. On qualifie parfois cela de double articulation, comme si le secret résidait dans une charnière supplémentaire quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Ces personnes ont des articulations simples, mais leurs os peuvent avoir des extrémités de forme inhabituelle, ou bien leur tissu conjonctif peut être très souple. Il semble que l'appendice soit utile après tout, malgré sa réputation de tube intestinal inutile qui ne va pratiquement nulle part. L'appendice pourrait en réalité être un réservoir de bactéries, mais un réservoir bon et utile. Il stocke des microbes qui aident notre corps lorsqu'il lutte contre certains problèmes et maladies. Au début de notre vie, l'appendice nous aide aussi dans le processus de formation des globules blancs, ainsi que de certains types d'anticorps. Sais-tu où se trouve ton estomac? Question facile, n'est-ce pas? Mais non, il n'est probablement pas là où tu le penses. La plupart des gens pensent qu'il se cache quelque part derrière le nombril. En réalité, il se trouve un peu plus haut dans l'abdomen, posé sur le reste de l'intestin. Voici comment le trouver. Cherche le point où tes côtes inférieures se rejoignent au milieu. Maintenant, descends d'environ 3 largeurs de doigts, puis de 3 sur ta gauche. Tu devrais être juste au-dessus du milieu de ton estomac. Tu n'as pas de section gustative sur ta langue. Cette cartographie de la langue est probablement apparue au début du XXe siècle parce que des scientifiques ont découvert des différences infimes dans l'intensité que devait avoir un goût pour être détecté dans différentes zones de la bouche. Cette étude a donné lieu à un mythe selon lequel chaque partie de la langue était responsable de différents goûts. En réalité, tous les types de papilles gustatives sont répartis dans toutes les zones de la bouche et elles peuvent détecter chaque goût.
Cela inclut aussi l'umami, qui a aujourd'hui sa place parmi les 4 goûts traditionnels. Sucré, salé, amer et acide. Nous n'utilisons pas seulement 10% de notre cerveau, nous en utilisons bien plus, même lorsque nous dormons. Des scientifiques ont testé cette affirmation et l'une des méthodes qu'ils ont utilisées consistait à mesurer l'activité cérébrale pendant qu'une personne effectuait diverses tâches. Les résultats ont montré que nous utilisons la majeure partie de notre cerveau la plupart du temps. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'elle fait. De plus, il n'est pas possible de surveiller chacune de nos cellules cérébrales. Il y en a des milliards, donc on ne peut pas vraiment connaître le nombre exact de cellules actives à un moment donné. Lorsque tu dors, ton cortex frontal, la partie responsable de la réflexion de haut niveau, et certaines zones qui t'aident à percevoir ton environnement fonctionnent encore. Les humains n'ont pas seulement les 5 sens généralement évoqués, l'ouïe, le goût, le toucher, la vue et l'odorat. Cette idée vient d'Aristote, le célèbre philosophe grec, qui disait qu'il y avait un organe sensoriel pour chaque sens. Des yeux pour voir, une langue pour goûter, et ainsi de suite. Mais c'était il y a des milliers d'années, et il lui manquait la connaissance du système vestibulaire, un organe sensoriel clé. Le système vestibulaire est l'appareil de l'oreille interne que notre corps utilise pour rester en équilibre. Chaque sens ne nécessite pas son propre organe sensoriel, mais simplement un type différent de récepteurs. Par exemple, ta peau possède à elle seule 4 récepteurs sensoriels différents pour la température, le toucher, la douleur et la proprioception. Cette dernière est la conscience de ton corps dans l'espace, ce qui signifie que même si tu déplaces ton bras derrière ton dos, tu sais quand même qu'il est là. Ce qu'une pieuvre, par exemple, ne sait pas. Donc, dire que nous avons 33 sens plutôt que 5 pourrait être plus proche de la réalité. Il s'agit notamment des sens de l'équilibre, de la température, de la soif et de bien d'autres dont nous avons besoin pour survivre. Si tu aimes faire craquer les articulations de temps en temps, ne t'inquiète pas. L'idée selon laquelle cela augmente les risques de problèmes potentiels au niveau des articulations semble logique, car c'est ce qui se passe lorsque tu exerces une pression constante sur tes articulations au fil des ans. Mais le son satisfaisant que tu entends se produit simplement à cause de l'éclatement de bulles dans le fluide qui lubrifie tes articulations. Si tu manges un gros repas, tu peux quand même aller te baigner. Tu n'auras pas de crampes. Le principe derrière cette idée reçue est que manger un repas copieux augmente la quantité de flux sanguin vers ton estomac. Ainsi, le sang ne va pas vers tes muscles, ce qui peut provoquer des crampes si tu vas nager. En réalité, tu ne te sentiras probablement pas aussi à l'aise pour nager immédiatement après avoir mangé un repas copieux, mais tu peux y aller en toute sécurité si tu en as vraiment envie. Il est même recommandé de prendre une petite collation riche en glucides peu de temps avant une séance de natation. Cela te donnera un regain d'énergie. Lorsque tu rases les poils de ton corps, tu ne dois pas t'inquiéter qu'ils repoussent plus foncés et plus épais. C'est encore un mythe. Tu as peut-être l'impression qu'il y a des changements dans la couleur, l'épaisseur ou le taux de croissance des poils. Mais c'est parce qu'après t'être rasé, tu donnes aux follicules une pointe émoussée, qui peut sembler plus foncée et plus rugueuse qu'avant. Mais tu verras qu'une fois que tes poils auront repoussé, ils seront les mêmes qu'avant. Il est faux de dire que nous perdons une quantité disproportionnée de chaleur corporelle par la tête. Tu peux avoir cette impression car ta tête, ta poitrine et ton visage sont clairement plus sensibles aux changements de température. En réalité, tu aurais tout aussi froid si tu sortais sans chapeau que si tu ne portais pas de pantalon. Tu as probablement l'impression de perdre de la chaleur par la tête car c'est souvent l'une des parties que tu laisses découverte lorsque tu sors. Ne t'inquiète pas si tu réveilles un somnambule. Cela ne fait pas courir un risque sur sa santé. Si tu le fais sursauter, il peut être désorienté et avoir une réaction confuse. Mais il est parfois préférable de le réveiller plutôt que de le laisser faire certaines choses qu'il ne devrait pas faire pendant son sommeil, comme cuisiner ou conduire. Ou bien tu peux simplement lui montrer le chemin du retour à son lit. Ce chapeau à large bord plat est quasiment devenu la marque de fabrique de tout cow-boy qui se respecte dans la culture populaire, même si en fait personne ne le portait vraiment à l'époque de la conquête de l'Ouest. Les cow-boys, ou plus exactement les bouviers, étaient pour la plupart de simples garçons de ferme à qui on faisait faire le sale boulot dans des guenilles tout aussi sales, tandis que ces chapeaux coûtaient cher, vraiment cher. Ces hommes ne pouvaient pas se les offrir même s'ils le voulaient, et ils ne le faisaient pas. Les chapeaux larges n'étaient pas pratiques car ils étaient lourds et gênants. La plupart des cow-boys leur préféraient les chapeaux melons plus légers. Mais imagine un peu le légendaire Clint Eastwood te fixer sous le rebord de son chapeau melon. Non, mieux vaut garder les chapeaux à large bord que l'on connaît dans les westerns.
Comment se fait-il que les pompiers éteignent les incendies si rapidement? Leur eau est-elle plus mouillée ou quelque chose du genre? Eh bien en fait, oui, elle l'est. C'est une amélioration assez récente, mais les pompiers ajoutent certains réactifs à l'eau pour réduire sa tension de surface. Par conséquent, elle se répand plus facilement et imprègne mieux les objets. La découverte d'un pot de miel millénaire parfaitement comestible lors de fouilles archéologiques a donné naissance à un mythe selon lequel le miel ne peut jamais se gâter. Si tu achètes du miel, que tu enlèves le couvercle et que tu le stockes dans un environnement humide, il s'altérera assez vite. Toutefois, il est vrai que le miel a des propriétés antibactériennes et antifongiques, si bien qu'aucun germe ne peut y vivre s'il est stocké correctement. Avec un couvercle fermé et un environnement sec, il ne devrait pas se détériorer de ton vivant. Tu as peut-être entendu dire que la teinte rose de ton frappuccino à la fraise est obtenue grâce à des insectes écrasés. C'était vrai jusqu'en 2012. De petites bestioles appelées cochenilles étaient broyées pour fabriquer de la teinture rouge. Cette méthode est encore utilisée par de nombreuses entreprises, mais tu ne trouveras plus les insectes dans ton café. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tu as sûrement entendu dire qu'Albert Einstein était très mauvais en maths à l'école. À tous ceux qui pensent pouvoir égaler son génie même en ayant de mauvaises notes, désolé. Lorsqu'on lui a raconté cette histoire en 1935, Einstein a simplement ri et a dit qu'il maîtrisait le calcul différentiel et intégral avant d'avoir 15 ans, même si ce n'était pas au programme du collège à l'époque. Le mythe a été inventé dans les années 1930 par Ripley's Believe It or Not, croyez-le ou pas, un journal traitant de faits bizarres. Le problème, c'est qu'il n'a jamais cité de source crédible, donc pas une seule affirmation sur Einstein n'a résisté. Lorsque les gens disent que leur sixième sens leur a dit quelque chose, cela signifie quelque chose d'autre que les habituels sens que sont le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Mais la phrase pourrait aussi être correcte si on disait le 8e sens, ou même le 25e sens. 25 sens, c'est toujours mieux que 25 cents. Il existe plusieurs opinions sur le nombre réel de nos sens, le plus élevé à ce jour étant 53. La proprioception, par exemple, est la perception de la position de ton corps dans l'espace. Si tu peux fermer les yeux et toucher ton nez avec un doigt, félicitations, tu l'as. Tu as probablement entendu beaucoup d'histoires sur les secrets cachés de la face sombre de la Lune. Le seul problème, c'est que cette soi-disant face sombre n'existe pas. Notre satellite naturel est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie que nous voyons toujours le même côté de l'astre. Mais le Soleil ne suit pas la même règle, et il éclaire aussi l'autre face de la Lune comme tout le reste. Et c'est logique. Les éclipses solaires ne pourraient pas se produire si le Soleil n'éclairait pas l'autre côté de la Lune. En effet, c'est justement la Lune qui bloque les rayons du Soleil lors d'une éclipse. D'ailleurs, les éclipses se produisent parce que le Soleil est 400 fois plus éloigné de notre planète que la Lune. Mais il est aussi 400 fois plus grand. L'effet est donc un blocage total des rayons solaires, ne laissant apparaître que cette troublante couronne lumineuse. Si tu aimes les sushis, tu sais peut-être déjà que la pâte verte avec laquelle ils sont habituellement servis n'est pas du vrai wasabi. C'est du simple réfort, teint en vert pour avoir l'air exotique. Le vrai wasabi a un goût plus doux, et il est aussi très cher. Il est d'ailleurs facile de savoir s'il est vrai ou non. S'il n'est pas fait devant toi, alors ce n'est pas du wasabi. En parlant de baleine, ce que nous nous apprêtons à faire, la baleine bleue est souvent considérée comme le plus grand être vivant ayant jamais vécu. Et c'est vrai que cette gentille géante est immense. Mais hélas, elle n'est même pas proche du véritable détenteur du record, le champignon du miel qui vit dans les Blue Mountains de l'Oregon. En le regardant depuis la surface, tu ne pourras pas dire que tu regardes quelque chose de massif. En réalité, il s'agit d'un seul champignon qui couvre une superficie de 1350 terrains de football, dont la majeure partie sous terre. De plus, il n'est pas juste vieux, il est très vieux. Son âge est estimé à 2400 ans. Mais il pourrait atteindre 8650 ans. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. La pauvre baleine bleue n'est même pas deuxième dans le classement. Cet honneur revient à Pando, le géant tremblant. C'est un peuplier faux tremble du centre-sud de l'Utah qui ressemble à une immense forêt, mais qui est en fait un seul organisme. Tous les arbres d'une zone de 0,4 km² poussent à partir d'un seul système racinaire. Mais ce qui est encore plus stupéfiant que sa taille, c'est le poids de Pando. Ensemble, ses racines et ses arbres pèsent environ 6000 tonnes, ce qui est en fait l'organisme le plus lourd qui existe. Il n'y a peut-être pas de mal à dégonfler un peu tes pneus quand tu es bloqué dans la neige.
Mais conduire comme ça quand tu es hors de danger est un risque déraisonnable. Des pneus dégonflés diminuent ton niveau de contrôle sur la voiture, surtout sur une route verglacée, et tu as plus de chances de te retrouver à nouveau coincé. Donc, au lieu de dégonfler délibérément les pneus de ta voiture en hiver, assure-toi d'avoir des chaînes ou des crampons pour une meilleure adhérence et mets quelques éléments essentiels dans ton coffre pour te dépanner en cas de problème. Le kit de base pourrait inclure une pelle, bien sûr, une corde de traction et un sac de sable, de sel ou, si tu n'en as pas, de litière pour chat. C'est mieux si elle est à base de minéraux, bien sûr, mais même celle en silicone fera l'affaire en cas de besoin. Les diamants sont des pierres précieuses très spéciales et leur coût est justifié par leur beauté et leur rareté, n'est-ce pas? Pas exactement. En fait, ils ne sont pas aussi rares que ce que nous avons été portés à croire. Et les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Mais ils coûtent quand même très cher. Leur succès provient en partie de mythes et légendes autour des pierres précieuses qui remontent loin dans le temps. Mais plus récemment, au siècle dernier, c'est surtout grâce à des campagnes publicitaires très efficaces que les grands monopoles du marché du diamant ont réussi à convaincre la planète de la rareté de ces pierres, en faisant des symboles uniques de romance et d'engagement. Même si les chauves-souris sont désorientées à la lumière du jour, ce n'est pas parce qu'elles sont aveugles. En fait, leur vue est même meilleure que la nôtre la nuit. Elles voient simplement tout en nuances de noir et de blanc. Il leur est donc difficile de s'orienter quand il y a tant de lumière autour d'elles. Le mythe selon lequel les chauves-souris sont aveugles est probablement né du fait qu'elles utilisent l'écholocation pour trouver leur chemin. Il n'est probablement pas nécessaire de te dire que notre planète n'est pas ronde. Sa forme a même un nom spécial, une géoïde. Mais dire qu'elle est plus proche d'une forme elliptique ou d'une autre forme appropriée serait également incorrect. La Terre tourne constamment à une vitesse hallucinante, ce qui lui donne une forme un peu ovoïde, c'est vrai, mais les plaques tectoniques qui se déplacent en son sein affectent aussi sa forme. Bien que cette torsion et ses remous soient très lents, quelques centimètres par an, les mouvements tectoniques font que la surface de la Terre s'élève à certains endroits et s'enfonce à d'autres. Finalement, la planète ressemble plus à un ballon déformé qu'à autre chose. L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, mais elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux, c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pose ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfouissent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens et même des petits bateaux, mais c'est faux. La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de plancton et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge.
En revanche, nous ne pourrions pas survivre au suc gastrique d'une baleine bleue. Il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace sans combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leurs bosses. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piègent les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout rond. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur, une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km/h. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km/h. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal, car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Il n'avait donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hiboux peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la lune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 km. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations du sol. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de 1000 pattes, de vers et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période.
Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques ralentissent considérablement. Il conserve alors son énergie. Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essayes d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis et ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perce-oreilles ne te pondront pas d'œufs dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides, comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. En moyenne, l'océan a une profondeur de 8 Empire State Buildings et moins de 5% de ces mystérieuses profondeurs ont été explorées. Il est même possible de trouver des lacs et des rivières sous l'océan. Ils sont plus denses que le reste de l'eau qui les entoure et on peut donc clairement voir la différence. Lorsque le corail se trouve dans les eaux peu profondes, la lumière intense du soleil peut endommager les algues qui vivent à l'intérieur. Pour protéger l'algue, le corail produit certaines protéines qui agissent comme une sorte d'écran solaire. La majeure partie de l'océan n'a peut-être pas été explorée, mais ce que nous savons, c'est qu'environ 20 millions de tonnes d'or sont dispersées dans ces eaux sombres. Il est disséminé en très petite quantité, c'est pourquoi il n'est pas rentable de l'exploiter. Si nous pouvions l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait 4 kilos d'or. Quand les requins ont besoin de leur café du matin, ils vont aussi chez Starbucks. En 2002, des chercheurs ont découvert une zone dans l'océan Pacifique appelée le café du requin blanc, où les grands requins blancs viennent pendant l'hiver. Ils s'y retrouvent, se racontent des blagues et rient des histoires sur le nombre d'humains qu'ils ont effrayés, puis retournent sur la côte pour nous effrayer de nouveau quand le temps se réchauffe. Tu as déjà goûté un café latte grand blanc ? Le point le plus large de l'océan Pacifique va de l'Indonésie à la Colombie, et à cet endroit, il fait 20 000 km de large, soit plus de 5 fois le diamètre de la Lune. On pourrait imaginer que les océans sont froids, surtout dans les profondeurs où la température n'est que de 4,4 degrés. Mais il y a une exception, l'eau qui sort des évents hydrothermaux au fond de la mer a une température pouvant atteindre 400 degrés. Les humains sont les seuls animaux dont le cerveau rétrécisse avec l'âge. Il peut même le faire à cause de l'isolement et de la solitude. Les autres animaux, même certains de nos lointains cousins d'une autre branche de l'arbre généalogique, comme les singes et les chimpanzés, n'ont pas ce problème. La télévision serait-elle responsable ? Nos tympans n'ont rien à voir avec le sens de la vue, mais ils bougent quand même lorsque nous déplaçons nos yeux. Au cours d'une vie, notre cœur bat en moyenne plus de 2,5 milliards de fois. Certains ont compté. Notre nez peut détecter plus de 1000 milliards d'odeurs et nos lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de nos doigts. 2 parties du corps ne cessent de grandir, le nez et les oreilles. Les cafards sont résistants. Ils peuvent survivre à des conditions extrêmes et sont là depuis que les dinosaures régnaient sur notre planète. Mais la reine des termites est la grande championne avec une durée de vie de 50 ans. C'est la durée la plus longue qu'un insecte puisse vivre. Les termites ordinaires ne vivent que 1 à 2 ans. Ce n'est pas de l'eau que les chameaux stockent dans leur bosse, mais de la graisse. Ils stockent l'eau dans leur sang. Les abeilles peuvent voler très haut, à plus de 9000 mètres d'altitude, ce qui est plus haut que l'Everest, le plus haut sommet de notre planète. Les paresseux sont capables de retenir leur souffle plus longtemps que les dauphins. Oui, ils ralentissent leur rythme cardiaque et peuvent rester ainsi pendant près de 40 minutes. Les dauphins doivent remonter à la surface pour reprendre de l'air toutes les 10 minutes. La Lune a des volcans, et les scientifiques pensent qu'ils ont pu être actifs il y a environ 100 millions d'années, lorsque les dinosaures régnaient encore sur notre planète. Waouh! Le spectacle devait être magnifique! Il existe des pastèques de la taille d'un grain de raisin. Les cucamelons, ou melons de souris, ressemblent à de très petites pastèques, mais ont un goût d'agrumes. La souris kangourou ne ressent pas le besoin de boire de l'eau. Elle vit dans le désert du Nevada et comme son habitat est très sec, elle a simplement appris à étancher sa soif grâce aux graines dont elle raffole. Tu penses peut-être que le stationnement est cher dans le quartier où tu vis, mais c'est probablement moins cher qu'une place de parking à Hong Kong. Une simple place de 13 mètres carrés devant The Center, qui est le 5e plus haut bâtiment de la ville, a été achetée pour près d'1 million de dollars. Ça fait beaucoup de tickets de bus. En parlant de choses chères, le hot dog le plus cher du monde coûte 169 $ et tu peux le goûter à Seattle.
Un barista australien a établi un record mondial pour le plus grand nombre de cappuccinos réalisés en 1 heure, 420. Tu peux goûter l'ail avec tes pieds. Frotte une gousse directement sur tes pieds, n'oublie pas d'enlever tes chaussettes avant, et attends, le composé chimique responsable de son odeur unique peut être absorbé par la peau, même si la gousse n'est pas dans ta bouche. Au fait, les homards peuvent faire la même expérience. D'ailleurs, ils ressentent le goût de n'importe quel aliment avec leurs pattes. Les chercheurs ont trouvé beaucoup de traces d'animaux préhistoriques ou de nos ancêtres humains qui ont vécu il y a des milliers d'années. Des os, des dents, des outils en pierre et un morceau de chewing-gum datant de presque 10 000 ans. Au Tibet, il existe des pommes diamants noires qui ne sont ni vertes ni rouges, mais d'un violet foncé. L'endroit où elles poussent reçoit beaucoup de lumière ultraviolette pendant la journée, tandis que les températures baissent drastiquement pendant la nuit, ce qui fait que la peau de la pomme prend une couleur plus foncée. L'Australie possède un lac d'une couleur naturellement rose malabar. Cette couleur inhabituelle est due au pigment d'un certain type d'algue qui y vit. Les nuages ont parfois l'air si doux qu'on dirait qu'ils sont faits de boules de coton géantes, mais il faut savoir qu'un nuage pèse en moyenne 500 000 kilos. Alors s'il te plaît, laisse-le tranquille là-haut. Un fermier de l'Iowa a eu un hoquet qui a duré 68 ans. Au début, il hoquetait environ 40 fois par minute, puis au bout d'un moment, seulement 20 fois. Cela signifie qu'il a passé 70% de sa vie à hoqueter. 1 million de secondes représente environ 12 jours, et 1 milliard de secondes représente presque 32 ans. Rien d'exceptionnel ici, juste un peu de mathématiques qui rappelle à quel point le temps est élastique. Les requins sont peut-être plus effrayants que les humains, mais nos dents sont tout aussi solides que les leurs, juste un peu plus petites. Jusqu'au début du 19e siècle, les Américains pensaient que les tomates étaient toxiques. Ils ont raté tellement de repas savoureux en croyant cela. Les agriculteurs ont découvert que non seulement les gens avaient des accents régionaux, mais que les vaches faisaient aussi des meuh différents selon la région où elles vivaient. Les girafes ont une langue qui peut mesurer jusqu'à 51 cm de long. Une petite crème glacée peut-être ? En fait, elles peuvent même courber les arbres avec leur langue. Il existe un type de méduse immortelle. Voilà qui ferait un bon logo pour une compagnie d'assurance vie. La Terre est en orbite autour du Soleil, mais passe à une vitesse fixe. Nous ne le sentons pas, mais elle ralentit au fur et à mesure que le temps passe. Donc notre journée durera 25 heures, dans environ 175 millions d'années. Ne prévois pas encore 7 heures supplémentaires dans ton emploi du temps. L'espace est immense, mais il y a manifestement beaucoup de vide, puisqu'il y a plus d'arbres, 300 milliards, sur notre planète que d'étoiles dans la Voie lactée. Seulement 300 à 400 milliards. Lorsque l'on évoque le plus grand désert du monde, tu imagines probablement la surface sablonneuse sans fin du Sahara, brûlant sous un ardent soleil. Eh bien, pas tout à fait. Le plus grand désert du monde est le désert polaire antarctique, qui couvre plus de 14,2 millions de kilomètres carrés. Cela semble étrange au premier abord, mais la définition d'un désert est un endroit qui reçoit moins de 250 mm de précipitations par an. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il y fait chaud. Les autruches ne cachent pas vraiment leur tête dans le sable. Lorsqu'elles sentent un danger, elles abaissent leur tête, leur cou et leur corps vers le sol, ce qui les rend un peu moins visibles pour les prédateurs. Leurs cous de couleur claire se fondent dans le sable, donc on dirait que leur tête est enfouie. Le premier vol commercial a eu lieu au début du XXe siècle. C'était un vol de 23 minutes qui aura coûté 400 $ à chacun de ses passagers, soit environ 8 500 $ aujourd'hui, et l'avion volait entre 2 villes de Floride. La célèbre reine d'Égypte, Cléopâtre, a vécu plus près de l'invention des téléphones portables que de l'époque où les grandes pyramides d'Égypte ont été achevées. Et en parlant de téléphone portable, aujourd'hui, plus de photos sont prises toutes les 2 minutes que pendant tout le 19e siècle. Bon, ajoutons-en une de plus à ces statistiques. Cheese! On voit souvent le contraire dans les dessins animés, mais les souris ne sont en vérité pas si friandes de fromage qu'on ne le croit. Ce mythe est apparu au Moyen-Âge. À cette époque, les aliments que les souris et les rats appréciaient nettement plus que le fromage étaient hors de leur portée. Par exemple, les gens stockaient les céréales dans des jarres et gardaient la viande suspendue au mur et au plafond. Mais les fromages vieillissaient généralement cachés dans des armoires ou des remises. Les rats et les souris pouvaient facilement accéder à ces endroits. On les trouvait donc généralement là, mangeant non pas ce qu'ils préféraient, mais ce qu'ils avaient à trouver. Les chiens ne voient pas le monde en noir et blanc. Ils distinguent les couleurs, mais pas aussi bien que nous. Nous avons 3 types de cônes dans nos yeux, alors que les chiens n'en ont que 2. Les cônes sont des photorécepteurs spéciaux qui nous permettent de percevoir les couleurs. Les chiens voient certaines couleurs comme le bleu et le jaune mieux que d'autres. Et ils voient à peine le rouge et le vert. La gueule des chiens n'est pas plus propre que la bouche des humains. Elle abrite plus de 600 types de bactéries. Et leur salive n'a pas de propriétés curatives.
Ils ne transpirent pas non plus par la langue. Lorsque les chiens allaitent, leur langue pend, et les gens pensent que c'est ainsi qu'ils transpirent. Mais en réalité, la plupart de leurs glandes sudoripares se trouvent sur les coussinets de leurs pattes et sur le reste de leur corps. S'ils allaitent, c'est pour éliminer le surplus d'humidité qui se trouve dans leur voie nasale, sur leur langue et sur les parois de leurs poumons. Halter est aussi une façon pour eux de se rafraîchir. Les opossums ont plus d'un tour dans leur sac. Ils possèdent une bonne mémoire et sont immunisés contre le venin de la plupart des serpents. Ils sont aussi très sociables. Mais contrairement à la croyance populaire, ils ne dorment pas en se pendant par la queue. Ces animaux ont de fortes queues, c'est vrai, et cela fait d'eux d'excellents grimpeurs. Mais ils n'ont pas la structure musculaire nécessaire pour garder une telle position pendant longtemps. Les chauves-souris ne sont pas aveugles. Ce sont des animaux nocturnes et elles ne voient certes pas très bien pendant la journée, mais leur vision est 3 fois meilleure que la nôtre pendant la nuit. Elles n'ont pas de récepteurs de couleurs, mais les humains ne sont pas plus capables de percevoir les couleurs lorsqu'il y a peu de lumière. Les chauves-souris utilisent aussi l'écholocation, qui consiste à localiser les objets par les ondes sonores qu'ils réfléchissent pour détecter les petits insectes dans l'air. Les caméléons ont la faculté de changer la couleur de leur corps, mais ils ne le font pas forcément pour se fondre dans leur environnement. Ils le font surtout pour communiquer avec d'autres animaux de leur espèce ou pour réguler la température de leur corps, pas pour se camoufler. À l'état naturel, ces animaux ont la couleur des branches et des feuilles. On le croit souvent, mais les cornes des rhinocéros ne sont pas faites d'os. Elles sont faites de kératine, la même matière que tu peux trouver dans tes ongles et tes cheveux. Les cornes ne poussent pas directement du crâne des rhinocéros. Elles sont plutôt comparables à une masse de poils très compacte. Elles poussent tout au long de leur vie, tout comme nos ongles et nos cheveux. Les cornes peuvent également faire office d'armes défensives, mais les rhinocéros ne s'en servent pas systématiquement. Certains animaux utilisent leurs dents pour se protéger de leurs ennemis. Pas étonnant, sachant cela, que celles qui se trouvent sur leur mâchoire inférieure soient si tranchantes. Si tu appuies sur le bouton de répétition d'alarme le matin, tu ne profites pas vraiment de ces 10 minutes de sommeil en plus. C'est sûr que ça fait du bien de repousser le moment de se lever et de rester bien au chaud dans son lit. Mais le bouton de répétition d'alarme te fera te sentir plus fatigué au lieu de te procurer un repos supplémentaire. Ton cerveau croit qu'il va se rendormir et tu auras encore plus de mal à te lever au moment où ton réveil sonnera pour la 2e ou la 5e fois. À long terme, le bouton de répétition d'alarme peut nuire à la qualité de ton sommeil. Quand on parle de dessert, je pense toujours à du chocolat. Oh non, attends. Je me suis trompé. Je recommence. Lorsqu'on parle de désert, la plupart des gens s'imaginent des régions sablonneuses infinies, chaudes et arides. Mais on définit les déserts non pas par leur température, mais par le manque de précipitations. La plupart des déserts connus dans le monde sont effectivement chauds, mais certains sont extrêmement froids. Par exemple, il existe des déserts polaires dans le nord du Groenland. Bon, on peut parler du chocolat maintenant? Non? Bon, d'accord. Voici un autre mythe. La foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Ce n'est pas tout à fait vrai. En vérité, la foudre peut frapper le même endroit à plusieurs reprises, et c'est même souvent le cas. Donc si tu te fais surprendre par un orage, il vaut mieux regarder autour de toi. Au lieu d'aller te réfugier à l'endroit où la foudre a déjà frappé, essaie de te mettre à l'abri et évite de toucher les objets en métal. Tu ne verras jamais un hibou tourner sa tête à 360 degrés. Même si tu peux en avoir l'impression parfois. À la place de globes oculaires, les hiboux possèdent des tubes oculaires. Ces tubes s'enfoncent profondément dans leur crâne. En d'autres termes, les hiboux sont incapables de bouger leurs yeux. C'est pourquoi ils doivent tourner leur tête quand ils veulent voir ce qui se passe autour d'eux. Ils ne peuvent pas faire un tour complet, mais ils s'en approchent de très près. 270 degrés, ce qui représente les 3/4 d'une rotation complète. Pas mal. Les chats ne ronronnent pas seulement quand ils sont contents et heureux. Ils le font aussi quand ils sont malades, effrayés ou même en colère. En dépit d'une croyance fort répandue, les félins ne retombent pas gracieusement sur leurs pattes à chaque fois qu'ils font une chute. Il est vrai qu'ils disposent du fameux réflexe de redressement. Un chat possède un appareil vestibulaire dans son oreille interne, le système qui contribue à l'équilibre et que l'animal utilise pour s'orienter. Grâce à ce système, un chat peut rapidement comprendre comment faire pivoter sa tête pour que son corps suive. Au final, l'animal atterrit sur ses pattes. Mais ce réflexe ne fonctionne pas à chaque fois. Les éléphants n'utilisent pas leur trompe comme une paille pour boire. Lorsqu'un éléphant a soif, il tire un peu d'eau dans sa trompe, puis l'amène à sa bouche et fait passer l'eau à l'intérieur. En d'autres termes, lorsque ces animaux boivent de l'eau, elle ne passe pas par leur trompe, de la même façon que les gens ne boivent pas par leur nez. Enfin, pas la plupart des gens. Les éléphants ont des oreilles énormes, mais ils peuvent aussi écouter avec leurs pieds.
Lorsqu'ils veulent analyser un bruit lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant, de façon à ce que la plus grande partie de leur poids repose sur leurs pattes avant. Parfois, ils soulèvent même une de leurs pattes antérieures. Ils utilisent les vibrations sismiques, c'est-à-dire qu'ils détectent les ondes sonores qui se déplacent non pas dans l'air, mais dans le sol. Il existe de nombreux mythes sur ton cerveau. Par exemple, sa partie droite serait créative et la gauche logique. Mais ton cerveau ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas strictement divisé en parties couvrant un seul domaine, comme la logique, la créativité ou autre chose. Les actions que tu entreprends et les choses que tu vis sont le résultat de l'activité de l'ensemble de ton cerveau. Le cortex cérébral est la partie de ton cerveau qui se compose de 2 moitiés. Mais ces 2 moitiés sont connectées à de nombreuses autres zones qui constituent le reste du cerveau. Ainsi, les neurones de la partie gauche de ton cerveau ne se transformeront pas en génie de l'informatique. Et ceux de la moitié droite ne se transformeront pas en poètes. Tu penses peut-être que ton cerveau s'éteint quand tu dors. Mais ce n'est pas le cas. Son activité est ralentie lorsque tu dors profondément et s'active davantage lorsque tu rêves. Pendant cette phase, l'activité de ton cerveau est presque aussi intense que lorsque tu es complètement éveillé. Sans vouloir te faire peur, tu ne vois pas avec tes yeux, n'entends pas avec tes oreilles et ne sens pas avec ta peau. Par exemple, tu es en train de te laver le visage. Ta peau ne possède pas de capteurs spéciaux pour détecter l'humidité. Ton cerveau combine différentes sources d'informations, notamment la température, le toucher ou ton expérience précédente. C'est ainsi que tu sens que ton visage est mouillé. Ton cerveau crée cette sensation après avoir analysé toutes sortes d'informations. Il ne réagit pas vraiment aux choses qui se passent autour de toi. Cela peut sembler fonctionner ainsi. Tu vois un petit chiot tout mignon et cela te fait sourire. Ton ami fait une blague idiote et tu rougis. Mais les neurones de ton cerveau ne se contentent pas d'attendre que quelque chose se passe pour y réagir. Au lieu de cela, ils essaient en permanence de deviner ce qui va se passer. Ton cerveau commence à analyser tes actions et les expériences que tu as vécues avant même de recevoir des données depuis tes oreilles, ton nez, tes yeux et d'autres organes. Ton cerveau travaille constamment pour prédire ce que sera le monde à l'instant suivant et ce que tu feras dans ce monde. Ainsi, même si tu ne réagis pas réellement de manière directe au monde, ce processus de prédiction a lieu si facilement et si rapidement que tu as l'impression du contraire. On continue. Techniquement, Jupiter n'est pas en orbite autour du Soleil. Lorsqu'un objet spatial plus petit et moins massif tourne autour d'un plus grand, sa trajectoire ne décrit pas un cercle parfait. Au lieu de cela, ces 2 objets suivent leurs orbites elliptiques respectives autour d'un barycentre, qui est leur centre de gravité commun. La Terre est bien plus petite que le Soleil. C'est pourquoi le barycentre qu'elle partage avec notre étoile est très proche du centre du Soleil. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas que l'orbite de notre planète est un peu décalée. Mais Jupiter est la plus grosse planète de notre système solaire. Elle est plus de 2 fois plus massive que toutes les autres planètes, astéroïdes, lunes et comètes réunies. Ainsi, le barycentre de Jupiter et du Soleil est un peu éloigné du centre de l'étoile, à environ 48 300 km au-dessus de la surface de celle-ci. Voilà, on peut parler du chocolat maintenant? Bon, peut-être la prochaine fois. Il était une fois, au fond des océans, un monstre géant surnommé le Kraken. Les gens croyaient autrefois qu'il vivait dans les eaux près de la Norvège et du Groenland. La première fois que quelqu'un a écrit au sujet du Kraken, c'était il y a très longtemps. Il s'agissait d'un homme du nom d'Erik Pontoppidan, originaire du Danemark. Dans un livre intitulé « Histoire naturelle de la Norvège », il a écrit que le Kraken s'apparentait à une immense pieuvre ou à une énorme seiche, et qu'il pouvait entraîner les navires au fond de l'océan. Plus tard, les gens ont commencé à imaginer le Kraken comme une sorte de calamar géant. Aujourd'hui encore, l'histoire du Kraken est très populaire et on la retrouve dans des livres, des films ou des jeux vidéo. Les histoires entourant le Kraken peuvent sembler ne relever que du folklore ou de la mythologie locale. Pourtant, en 2004, le premier calamar géant a été photographié. Cette découverte étonnante a été réalisée par une équipe de scientifiques japonais qui travaillaient depuis des années en vue de saisir un calamar géant vivant sur pellicule. Ils ont utilisé une ligne munie d'un appât à laquelle était attachée une caméra. Tout cela pour attirer le calamar géant à la surface. Ils ont également eu recours à un leurre spécial imitant les motifs ondoyants d'une petite créature pour débusquer la créature. Après plusieurs jours d'attente, l'équipe a finalement vu sa chance tourner. L'image a montré les longs tentacules et les grands yeux du gigantesque mollusque, ainsi que la forme particulière de son corps. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. En 2012, une autre équipe de scientifiques, cette fois travaillant pour le National Geographic,
a filmé pour la première fois un calamar géant au sein de son habitat naturel. Ces images ont permis au monde entier de mieux comprendre le calamar géant ainsi que son comportement. Tu as certainement déjà entendu parler de ce mythe. On dit que c'était la cité la plus belle et la plus riche qui ait jamais existé. Ses portes étaient ornées de statues de marbre et l'architecture de cette ville était aussi solide qu'imposante. Les représentations de divinités grecques, magnifiquement peintes, y étaient observables presque partout. Cette cité a fait l'objet d'un débat animé entre les historiens et les auteurs de fiction, car nous disposons encore de très peu d'informations sur l'emplacement de l'ancienne cité de l'Atlantide. Comme elle aurait été supposément engloutie par les flots, il n'est guère étonnant que certains esprits curieux l'aient associée à d'autres lieux mystérieux de notre Terre, voire au triangle des Bermudes. Mais n'allons pas trop vite en besogne. L'existence de l'Atlantide demeure encore hypothétique. L'idée d'une île s'enfonçant dans les mers à la suite d'une catastrophe mystérieuse est très répandue dans la culture populaire et les diverses mythologies. Cependant, il est possible que l'histoire de l'Atlantide ait été inspirée par des événements réels, tels que l'engloutissement d'îles semblables à celle d'Élis. Sur cette île, située dans le golfe de Corinthe, se trouvait une cité grecque antique florissante. Connue pour sa prospérité et sa richesse, elle était également un important centre spirituel pour les Grecs. La ville abritait un temple dédié au puissant dieu Poséidon, dont on pensait qu'il protégeait lui-même la ville. Cependant, une nuit fatidique de l'an 373 avant notre ère, un énorme tremblement de terre frappa la région. Le sol trembla violemment et la ville fut engloutie par la mer en quelques minutes. Les habitants d'Élis, incapables d'échapper au désastre, disparurent tous sous les flots. L'engloutissement d'Élis fut une véritable tragédie pour les Grecs de l'Antiquité et fut considéré comme une punition infligée par les dieux eux-mêmes. Beaucoup pensaient que la prospérité et l'ubris de la cité les avaient courroucés et qu'ils avaient puni la ville en la détruisant. Celle-ci est restée sous les eaux pendant des millénaires, et ce n'est qu'au XXe siècle qu'elle a été redécouverte par des archéologues modernes. Aujourd'hui, la majeure partie de la ville demeure encore submergée. Puisque nous parlons de mythes grecs, il nous faut mentionner la célèbre cité de Troie. Il s'agit d'une ville légendaire de la Turquie antique. Pendant des années, les chercheurs ont cru qu'elle avait été inventée par les poètes et autres philosophes de l'époque. Selon l'ancienne légende grecque, la cité aurait été le refuge du prince Paris, ravisseur d'Hélène, l'épouse du roi Ménélas de Sparte, et qu'il l'aurait ramenée avec lui à Troie. Cet événement aurait déclenché un grand conflit entre les Grecs et les Troyens, qui se serait étendu sur 10 ans. L'une des histoires les plus célèbres du conflit troyen est celle du cheval de Troie. Un immense cheval de bois que les Grecs auraient construit et laissé hors des portes de la cité en guise d'offrande aux Troyens. Ces derniers, croyant que le cheval était une offre de paix, l'auraient fait entrer dans la ville. Mais à l'intérieur du cheval se trouvaient des guerriers grecs qui, une fois entrés dans l'enceinte, en auraient ouvert les portes pour laisser entrer le reste de leur armée. Les Troyens, n'ayant aucune échappatoire, auraient ainsi été finalement vaincus. La ville a été redécouverte au XIXe siècle dans l'actuelle Turquie. Elle se situe tout près du fleuve Scamandre, et aujourd'hui, cette région est un site archéologique qui attire chaque année de nombreux touristes. Le mythe suivant est certes triste, mais il pourrait aussi contenir une part de vérité. On raconte qu'il y a bien des années, dans les îles Salomon de l'océan Pacifique, vivait un homme qui était profondément épris de sa femme. Mais celle-ci aurait décidé de le quitter pour un autre homme et de s'installer sur l'île voisine de Théonimanou. Le cœur brisé et empli de rage, l'homme aurait cherché une malédiction pour se venger. Il décida d'entreprendre un voyage en canoë, déterminé à détruire l'île où sa femme s'était enfuie. En arrivant à Théonimanou, l'homme aurait planté 2 pousses de taro. Il en garda une pour lui. Selon les instructions, une fois que son propre plan commencerait à pousser, une catastrophe devait frapper l'île. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis le sommet d'une montagne, l'homme aurait observé une série de vagues dévastatrices s'abattre sur l'île, la faisant sombrer sous les flots. Théonimanou a bel et bien existé, mais on ne sait pas exactement quand elle a disparu. On dit que les vagues seules n'auraient pas pu emporter cette petite île volcanique au sommet pourtant élevé. En revanche, un tremblement de terre sous-marin aurait probablement pu la faire disparaître. L'île se trouvait en équilibre sur le bord d'une pente sous-marine instable. L'explication la plus tangible serait qu'un énorme tremblement de terre ait secoué la région, ce qui aurait fait s'affaisser ses fondations fragiles et sombrer l'île sous les vagues. Ce glissement de terrain, de l'ampleur d'une île entière, aurait repoussé une grande quantité d'eau, ce qui aurait généré une série de méga-tsunamis. Ainsi,
Bien que ces vagues vengeresses aient pu se produire, elles étaient très probablement le résultat d'un autre événement. Et cet homme déchiré, sa malédiction accomplie, serait ensuite retourné aux îles Salomon, le cœur encore lourd de la perte de son épouse. Ne quittons pas tout de suite les vastes étendues marines, et rendons-nous plutôt à Hawaï. La légende raconte qu'il était une fois une déesse hawaïenne du nom de Pélé. Elle était la protectrice du feu volcanique, et serait arrivée dans ces îles pour fuir sa sœur aînée. Pour se dissimuler, Pélé se serait abritée dans différentes cachettes sur chacune des nombreuses îles, jusqu'à ce qu'elle élise finalement domicile dans une faille du Kilauea. C'est pourquoi, selon la légende, le Kilauea est aujourd'hui connu comme le centre volcanique le plus actif d'Hawaï. L'histoire est peut-être visuellement spectaculaire, mais en réalité, ce volcanisme est causé par un manteau terrestre surchauffé qui engendre de nombreuses fusions sous la surface de notre planète. On dit aussi que les larmes et les cheveux de Pélé se sont trouvés éparpillés autour du volcan. Cependant, la réalité a plus à voir avec la physique qu'avec ce folklore. Lorsque la lave se refroidit rapidement, notamment lorsqu'elle est trempée dans l'eau ou qu'une petite quantité de lave s'envole dans les airs, elle se transforme en verre volcanique. Lorsqu'elle s'étire et refroidit, elle peut parfois former des gouttelettes en forme de larmes. Elle peut aussi s'étirer si finement qu'elle commence à ressembler à des mèches de cheveux. Nous savons aujourd'hui qu'Hawaï est une région volcanique connue pour ses coulées de lave, avec d'énormes jets de flammes jaillissant de ses cheminées encore actives. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit rattachée à l'histoire de ces deux sœurs et de leur rivalité fraternelle. Les caméléons changent-ils de couleur uniquement pour se camoufler? Non. Ils peuvent en fait en changer pour refléter leur humeur. Ainsi, les mâles prennent une couleur vive pour montrer leur dominance et ils deviennent plus sombres lorsqu'ils sont agressifs. Les caméléons changent aussi de couleur pour s'adapter aux différentes températures. Un caméléon qui a froid deviendra sombre pour absorber plus de chaleur, tandis qu'un caméléon qui a chaud deviendra pâle pour refléter les rayons du soleil. Au fait, les humoristes changent-ils de couleur pour se camoufler? Seulement si leurs blagues ne font pas rire. Il existe un mythe qui affirme que si tu laisses tomber une pièce d'un gratte-ciel, elle détruira à peu près tout ce qui se trouve en dessous. Les chercheurs ont découvert que ce n'est tout simplement pas vrai. En tombant, une pièce ne peut pas prendre assez de vitesse pour causer des dommages importants à quoi que ce soit, surtout en raison de la résistance du vent, du fait que la pièce tourne sur elle-même et d'autres facteurs. Bref, ce n'est pas une raison pour jeter ton argent par les fenêtres. Certaines personnes pensent que les chasses d'eau tournent dans le sens inverse dans l'hémisphère sud. Certaines choses sont bel et bien affectées par la rotation de la Terre, comme le Gulf Stream ou les ouragans, mais les chasses d'eau sont bien trop petites. Les chasses d'eau peuvent en fait tourner dans les deux sens, qu'elles se trouvent dans l'hémisphère nord ou sud. Les facteurs qui déterminent le plus la direction de la chasse d'eau sont la conception de la cuvette des toilettes et la pression de l'eau. Il y a un dicton populaire qui dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. C'est faux. La foudre frappe souvent au même endroit et bien plus souvent qu'on ne le pense. La foudre choisit généralement l'endroit le plus haut et le plus pointu comme cible. Des chercheurs ont découvert que l'Empire State Building était frappé par la foudre près de 100 fois par an. Et un certain nombre de personnes ont été frappées plus d'une fois. Alors, si tu es grand et pointu, fais attention en cas d'orage. On croit souvent que les chauves-souris sont aveugles. Mais elles ont une meilleure vision que les humains la nuit, bien que ces derniers puissent voir plus clairement pendant la journée. Peut-être que ce mythe est apparu parce que les chauves-souris se fient beaucoup à leur ouïe pour se déplacer. Ou parce qu'elles voient le monde en noir et blanc. Les poissons rouges ont-ils vraiment une mémoire courte? La plupart des gens pensent qu'elle est de 7 secondes, mais en réalité, les poissons rouges peuvent se souvenir de certaines choses pendant 7 mois. D'ailleurs, sans une bonne mémoire, les poissons rouges qui vivent dans la nature ne trouveraient jamais de nourriture. As-tu déjà entendu dire qu'une mère oiseau rejettera sa progéniture si elle a été touchée par un humain? Ce serait bizarre, car la plupart des oiseaux n'ont pas un odorat très développé. Ils ne seraient jamais capables d'identifier l'odeur d'une personne. Le vautour est une exception à cette règle. Il a un nez incroyable. Mais qui voudrait toucher un vautour, même petit? Les autruches enfouissent leur tête dans le sable quand elles ont peur, sauf que non, pas vraiment. Ce mythe est probablement né parce que la tête d'une autruche est étonnamment petite par rapport à son corps. Ainsi, de loin, on a l'impression que l'autruche a la tête enfoncée dans le sable. Mais si elle faisait vraiment ça,
Elle s'évanouirait à force de ne pas pouvoir respirer. Un autre mythe sur les animaux est que les opossums s'accrochent aux branches avec leur queue. L'opossum utilise effectivement sa queue pour l'aider à grimper aux arbres, mais celle-ci ne peut pas supporter son poids. Même un opossum champion de calisthénie ne pourrait s'y suspendre que quelques secondes maximum. La légende dit qu'un pingouin tombe à la renverse lorsqu'il regarde un avion. Le mythe le plus mignon qui soit. Les pingouins peuvent maintenir leur équilibre quoi qu'il arrive, même en regardant le ciel. Mais les avions volant à basse altitude peuvent pousser les pingouins à fuir leur nid en panique. Les chiens transpirent-ils vraiment en salivant? Non, ils transpirent par leur coussinet plantaire. Mais saliver et halter les aide à réguler leur température corporelle. Les propriétaires de chats peuvent penser qu'un chat ne ronronne que lorsqu'il est heureux. Mais les chats ronronnent aussi quand ils ont faim, sont en détresse ou se remettent d'une blessure. Les chercheurs pensent que le ronronnement peut être une technique d'auto-guérison. D'une certaine manière, cela permet à leurs os et leurs muscles de mieux fonctionner. Selon une légende urbaine, si tu croises une moufette, il n'y a qu'une seule issue possible. Tu vas puer pendant un bon moment. Mais les moufettes préfèrent fuir le danger plutôt que de pulvériser leur jus magique partout. Ce spray malodorant est leur dernière ligne de défense. Avant cela, elles tapent généralement des pieds et de la queue pour écarter tout danger. Savais-tu qu'il y avait un loup alpha dans chaque meute? Eh bien non, c'est encore faux. Contrairement aux loups vivant en captivité, les loups sauvages ne partagent pas ce genre d'ordre social. Ils vivent dans des groupes familiaux, comme les humains, où les parents sont les chefs, et les petits doivent faire ce qu'on leur dit. Il existe un mythe selon lequel les hiboux peuvent faire un tour complet avec leur tête, mais cela leur causerait des dommages importants. Ils peuvent toutefois tourner leur tête confortablement à près de 270 degrés, et ce grâce à la structure unique de l'os de leur cou. Si tu as déjà touché la carapace d'une tortue en pensant que cela ne ferait pas de mal à la créature qui est à l'intérieur, tu te trompes. La carapace d'une tortue est une partie vivante et sensible de son corps, avec un réseau complet de nerfs. Si la carapace est endommagée, cela peut même mettre la vie de la tortue en danger. Il fut un temps où les gens pensaient que les cheveux non lavés étaient l'habitat idéal pour les poux. Mais les poux ne font pas de discrimination. Ils peuvent se faire une place dans tous les types de cheveux. Tout ce qu'ils veulent, c'est un cuir chevelu bien chaud et douillet. La plupart des gens connaissent l'expression « manger des pommes pour rester en bonne santé ». Les pommes sont bonnes pour la santé, c'est indéniable. Elles regorgent de nutriments comme les fibres et la vitamine C, mais quelqu'un pense-t-il vraiment que c'est suffisant? Quand il s'agit d'hygiène alimentaire, la règle des 5 secondes par terre n'a tout simplement aucun sens. Il devrait plutôt y avoir une règle selon l'endroit où tu as laissé tomber de la nourriture pour remplacer celle des 5 secondes. En général, si tu la laisses tomber sur le sol de ta cuisine, elle ramassera moins de bactéries que si tu la laisses tomber à la caisse d'un supermarché très fréquenté. En supposant que ta cuisine soit propre, bien sûr. Tu t'es déjà demandé si l'histoire du chewing-gum qui met 7 ans à être digéré était vraie? Ce n'est pas le cas. Le chewing-gum n'est pas très différent des autres aliments. Il prend à peu près le même temps pour être digéré. Mais il n'est pas vraiment riche en nutriments. Selon une idée reçue, il est plus probable d'attraper un rhume par temps froid. Mais des études ont montré que le temps ne jouait pas vraiment de rôle dans l'apparition du rhume. Le responsable est un virus. Les gens peuvent ressentir davantage les symptômes du rhume lorsque le temps est froid, mais la température n'a rien à voir avec le temps de guérison ou autre. Les gens n'utilisent-ils que 10% de leur cerveau? Pour certaines personnes, on dirait que c'est même moins. Mais la réponse est non. Les scientifiques qui ont étudié des scanners du cerveau affirment que ceux-ci ne révèlent pas de grandes zones dormantes. Mais ce mythe veut simplement dire que les humains ont un long chemin à parcourir pour atteindre leur plein potentiel. Alors oui, pourquoi pas? L'une des choses à ne pas faire dans la vie est de sauter dans la piscine juste après avoir mangé. Mais faire n'importe quel sport juste après un gros repas peut te laisser une sensation tout aussi inconfortable que de faire quelques longueurs. De plus, si tu as peur d'avoir une crampe dans la piscine, sache qu'elles peuvent survenir à tout moment, pas seulement après un repas. Les poils rasés repoussent-ils plus noirs et plus épais? Les chercheurs affirment que ce n'est pas le cas. Mais le rasage donne à tes poils une pointe émoussée qui peut les faire paraître plus épais. En ce qui concerne la couleur, cette nouvelle barbe plus foncée n'est qu'une illusion. Certaines personnes sont convaincues que manger de la dinde leur donne une sensation de somnolence. Il est vrai que la dinde contient un composé chimique qui peut provoquer la somnolence, mais le poulet et le bœuf aussi. La dinde est l'un des aliments préférés pour les grandes fêtes de famille.
Alors cette somnolence est probablement due à l'énorme quantité de nourriture ingurgitée. Le mythe selon lequel les gens perdent la plupart de leur chaleur corporelle par la tête a probablement été inventé par un vendeur de chapeaux. Mais les scientifiques affirment que l'on ne perd qu'environ 10% de sa chaleur corporelle par la tête. Tu perds de la chaleur par ta peau, peu importe de quelle partie il s'agit. As-tu entendu dire que la pleine lune pouvait affecter ton humeur d'une manière ou d'une autre? Eh bien non. Mais les chercheurs pensent que la lumière d'une pleine lune peut affecter ton sommeil, ce qui peut affecter ton humeur. Les anciens vikings portaient-ils vraiment ces superbes casques à cornes? Il n'y a aucune preuve réelle pour étayer cette affirmation. Ce mythe vient probablement de la littérature et de l'opéra qui cherchaient à pimenter un peu leur héros. Si tu veux voir un viking avec un casque, va assister à un match de football américain des Minnesota Vikings, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Certaines personnes pensent qu'Einstein était nul en maths à l'école. Einstein lui-même a démystifié cette théorie en disant qu'il maîtrisait le calcul à l'âge de 15 ans. Mais Einstein n'a pas réussi à entrer dans l'école de son choix car il avait échoué en langue à sa première tentative. Quant à l'épreuve de maths, il l'a réussi haut la main.